Bienvenue dans notre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de la trisomie 21. À ce titre, nous avons invité Anna Raji, qui est assistante en psychologie, qui termine un master en psychologie clinique et psychopathologie. Elle répondra à nos questions sur le fonctionnement psychologique des personnes atteintes du syndrome de Down et sur l'accompagnement le plus optimal pour eux et pour leurs parents. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous avons également Nathalie Dosière, qui est maman de Marie, une petite fille de 5 ans et demi, atteinte elle aussi du syndrome de Down. Madame vient apporter son point de vue de maman à l'émission, un peu son parcours et son expérience qui, on espère, pourra aider nos auditeurs par rapport à ce syndrome. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Alors, nous avons aussi invité Madame Chloé Antoine, qui est éducatrice spécialisée et qui travaille à la maison d'hébergement AMA 1, parce qu'apparemment, il y en a plusieurs, donc voilà. Notre invitée répondra aussi à toutes nos questions concernant l'aspect éducatif du quotidien des personnes atteintes du syndrome et peut-être nous expliquera aussi un peu comment fonctionnent les structures d'accompagnement. Donc, merci Madame Antoine d'être avec nous. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Alors, l'incidence du syndrome de Down est d'une naissance vivante pour 1000, ce qui veut dire que dans un pays comme la Belgique, le nombre de personnes atteintes du syndrome est d'environ 10 000. La trisomie 21 n'est pas une maladie, mais bien une condition génétique. On n'en guérit pas. Elle est due à un chromosome 21 supplémentaire. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 46 chromosomes, on en a 47. Donc, au lieu d'en avoir 2, ils en ont 3. Donc, sur le chromosome 21, je pense si c'est bien ça. Donc, la différence engendre la nécessité d'un accompagnement et d'un suivi médical assidu. Et donc, aujourd'hui, nous allons profiter de la présence de nos 3 intervenantes pour creuser un peu nos connaissances sur le sujet. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, donc le Blic Virginie, ou sur mon compte Instagram. Et comme ça vous permet de poser toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, faites-le en direct. Je regarderai et je les poserai à nos invités en direct. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux. Alors, je vais commencer par Madame Antoine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le syndrome de Down ? Alors, moi, je ne sais pas en dire beaucoup plus que ce que vous avez expliqué. Je ne suis pas médecin. Donc, c'est en effet une maladie chromosomique. C'est pas une maladie qu'on attrape durant sa vie, c'est quelque chose qui est là déjà à la naissance, déjà avant la naissance. Ça implique souvent, ça implique des caractéristiques physiques et alors ça crée un handicap mental. Donc ça veut dire que la personne elle va avoir des difficultés par rapport à son environnement et face à ces difficultés, elle va nécessiter un accompagnement plus ou moins. Ça va beaucoup dépendre des personnes. Oui, on va discuter de ça, que chaque personne est un peu différente par rapport à son autonomie, sa capacité. Et donc, on peut avoir le même syndrome, mais c'est pas pour autant qu'on va se développer tout à fait de la même manière. Et donc, ça, on en discutera au long de l'émission. Madame Raji, donc le syndrome de Down est-il toujours accompagné d'un déficit cognitif, puisque Madame vient d'en parler. Et sinon, pouvez-vous nous expliquer les caractéristiques des différents types de ce syndrome ? Oui. Alors, il faut s'imaginer que donc, le déficit cognitif va être sur un continuum. C'est-à-dire qu'un enfant porteur de trisomie 21 va avoir différents profils. Tous les enfants ne sont pas pareils. Il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, la majorité, qui vont avoir un déficit cognitif léger. L'OMS va en fait considérer un quotient intellectuel entre 50 et 69 comme un déficit intellectuel léger. Et pour parler de déficit cognitif, on ne parle pas que du quotient intellectuel, mais aussi du fonctionnement adaptatif de l'enfant, c'est-à-dire comment il arrive à s'adapter à son environnement. Maintenant, il y a plusieurs différents types de syndromes, évidemment. Il y a la trisomie libre, qui en fait que la paire de plus dans le chromosome va être dans toutes les cellules et donc va affecter un peu tout le corps. Et il y a la trisomie mosaïque. Ça, c'est un autre type où alors on va trouver donc cette paire en plus sur le chromosome 21, mais pas dans toutes les cellules. Et là, c'est difficile à évaluer à la naissance d'un enfant. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quelles cellules vont être affectées. Et donc, on ne sait pas prédire quelles seront les difficultés de l'enfant. Donc, ça va vraiment un peu au tâton et ça va vraiment être au jour le jour et voir comment l'enfant se développe. Enfin, il y a la trisomie par translocation, où là, l'enfant est porteur
d'un chromosome en plus, mais récessif, c'est-à-dire qu'il ne présente pas le syndrome, qu'il n'a pas les traits physiques ni la déficience intellectuelle, mais il est porteur. Et à ce moment-là, l'équipe médicale va pouvoir évaluer dans quelle mesure il pourra le transmettre à ses enfants futurs. Donc ça, c'est vraiment les 3 différentes catégories du syndrome de Down. Mais donc, au niveau de la déficience intellectuelle, c'est un continuum et c'est très variable d'un enfant à l'autre. Ça va peut-être dépendre aussi de la stimulation qu'on va avoir vis-à-vis de l'enfant. Et ça, on en parlera peut-être avec Madame Desière aussi. Donc, exactement. Voilà. Du coup, je me retourne un peu vers Madame Desière. Donc, comment avez-vous appris que vous alliez avoir un enfant porteur du syndrome de Down ? Donc, est-ce que vous avez été accompagné, orienté par des professionnels ? Donc, comment ça s'est passé pour vous, en fait, finalement, ce diagnostic au tout début ? Oui, alors nous, il faut savoir que c'est notre plus jeune enfant et que moi, comme m'avait si gentiment dit le médecin, j'étais une personne d'un âge avancé. Ah oui. Donc, on m'a tout de suite conseillé de faire des tests. Et je dois avouer que j'étais un petit peu perdue. J'ai un petit peu suivi le mouvement. Et donc, on a fait un test génétique. Le test génétique peut se faire très tôt. Alors, j'ai le droit de vous poser un âge avancé. Ça veut dire quel âge ? Parce que maintenant, les femmes ont des enfants tard. Non, mais j'assume tout à fait mon âge. Moi, je ne me trouvais pas d'un âge avancé. J'ai accouché de ma petite fille quand j'avais 42 ans. Ah oui, donc vous étiez enceinte à 41 ans. C'est ça. Oui. Voilà. Oui. Mais beaucoup de femmes maintenant tombent enceintes, parce maintenant on fait des grandes études et tout ça, donc du coup on a des enfants plus tardivement. Quoi. Voilà, mais c'est pour montrer à quel point c'était déjà le premier point choquant, c'est que plutôt que de féliciter la maman, enfin future maman, d'être enceinte, d'entrée de jeu, on vous dit que ça va peut-être pas bien se passer. Donc on nous avait quand même mis dans un contexte... Oui, c'est ça. C'est un mélange de peur, de négativisme qui franchement n'était pas une bonne façon d'accompagner les gens. Il faut savoir que nous, en l'occurrence, on se trouvait en pleine transition. On était à l'étranger, donc on l'a appris par téléphone et par une équipe qui nous avait pas du tout préparés, qui nous a juste brutalement donné le résultat. Et puis un peu, débrouillez-vous. Alors on a eu la chance d'avoir le médecin qui était avec nous pour faire l'appel, elle était très encadrante, elle nous a beaucoup aidés. Et puis vous étiez enceinte de combien de mois à ce moment-là ? À ce moment-là, j'étais enceinte de 3 mois et demi. Donc donc voilà. Et en fait, dans la même conversation, on nous a donné le diagnostic et on nous a dit il faudra quand même penser à ce que vous voulez faire en fonction de ce résultat. Avorter alors. Et voilà, en fait, c'était ce qu'il voulait dire. Ça n'a pas été dit comme ça tout de suite. Et puis dire, vous savez, vous n'êtes pas obligé de le garder. Donc, en fait, on nous guidait directement vers une solution qui n'était pas choisie par nous. Et on a été très choqués. Je pense qu'il est important quand même de respecter le profil des gens, leurs croyances, leur situation familiale. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte qui ne l'étaient pas. Par contre, là où on a eu beaucoup de chance, alors moi, il faut savoir que la petite est née aux États-Unis, on était aux États-Unis à l'époque. Moi, j'ai une grossesse extrêmement difficile, très problématique, et j'ai dû être alitée en hôpital, en fait, à 6 mois et demi de grossesse. Avec des passages par l'hôpital entre temps, donc beaucoup d'hôpital, mais à partir de 6 mois et demi, j'étais officiellement à l'hôpital en continu jusqu'à l'accouchement, et là, il y a une équipe formidable. Et ça a joué énormément parce que j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. On a une petite fille qui a coché beaucoup de cases médicales. Je pense qu'on abordera les problèmes médicaux plus tard, mais pour dire que dès la grossesse, on a anticipé déjà 2 problèmes médicaux. Il faut savoir que plus de 50% de ces enfants ont un défaut cardiaque. Donc très souvent, si vous avez un diagnostic prénatal, on vous conseillera de faire une échographie cardiaque pour justement identifier s'il y a un défaut cardiaque éventuel, et que ça vous prépare un petit peu pour la suite. Et puis nous, en fin de grossesse, on a découvert qu'il y avait un défaut gastrique. Et alors là, les défauts cardiaques, grâce à la technologie actuelle, on peut les identifier de façon assez précise, même en prénatal. Les défauts gastriques, pas du tout. Par contre, on sait que c'est quelque chose qui doit se réparer dans les 24 heures de naissance. Donc, c'était finalement une bonne chose d'être dans un hôpital, et un hôpital où on était bien encadré. Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Et ça, c'est un point très important parce que, à force d'être en Belgique, je me rends compte que ça, c'est une énorme lacune qu'on n'a pas ces services-là. Nous, on a tout de suite eu une assistante sociale qui ne nous a jamais quittés, des infirmières au top, des médecins très avenants, toujours prêts
prêts à répondre aux questions. Et ça, c'était important. Ça ne change pas le facteur qu'on ait un petit peu peur, bien sûr. Il y a de l'appréhension. Nous étions des gens qui ne connaissions rien à la trisomie avant l'arrivée de notre petite fille. Donc, ça nous a un peu ouvert l'esprit. Mais j'en doute pas. Puis, et c'est assez impressionnant. Déjà, rien que quand ce que vous racontez, on est déjà touché. On se dit waouh, quoi. C'est tout un parcours, quoi. Donc, moi, je vais revenir. On reviendra après sur votre témoignage, parce que c'est touchant et on a plein de questions. Je suis sûre que nos auditeurs en auront plein aussi. Mais du coup, pour bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne aussi en Belgique, du coup, parce qu'aux États-Unis c'est différent. Enfin, vous le dites. Oui. Il y a des structures qui existent quand même en Belgique et Madame Antoine travaille dans une de ces structures. Est-ce que vous pourriez juste nous dire, c'est quoi une éducatrice spécialisée? Parce qu'il y a différents types d'éducateurs. Et alors, quelles sont les particularités de la prise en charge des personnes atteintes du syndrome de Down, parce que vous travaillez avec eux au quotidien finalement? Alors, la première question est très vaste, parce que des éducateurs spécialisés, il y en a dans tous les domaines du psychosocial et de l'éducatif. Donc, ça peut aller du handicap, des écoles, du sans-abrisme, des personnes âgées, les enfants, enfin voilà. Et donc, les tâches vont être très différentes selon les endroits où on travaille, si c'est un centre d'hébergement, si c'est un centre de jour, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui, moi, à mon sens, en tout cas, rassemble quand même toutes ces fonctions. C'est et là, je vais citer un auteur que j'aime beaucoup, qui est éducateur spécialisé. C'est le souci du développement de l'être. Et donc, c'est vraiment l'idée de... Lui, il a une formule pour ça, de dire du passer du vivre à l'exister. Et donc, avec l'idée que pour vivre, il suffit de naître. Pour exister, c'est autre chose, parce que là, il faut accepter ce qu'on est, il faut avoir conscience de ce qu'on est, et il faut avoir conscience de ce qu'on veut. Et pour certaines personnes, ça va être plus difficile que pour d'autres. Et les éducateurs spécialisés, ils vont en général travailler avec des personnes qui ont des difficultés à exister. Et donc, voilà, ils vont plutôt être... et donc, il y a un peu une idée d'autonomie là-dedans, donc avec l'idée de pouvoir devenir ce qu'on est, ce qu'on veut être et ce qu'on est. Et puis, ça va être un peu en tension, avec, surtout quand on travaille avec des personnes qui ont un handicap, avec une dimension de protection, de se sentir responsable d'eux. Et donc, du coup, voilà, il va y avoir une tension là-dedans et devoir trouver un équilibre pour que la personne puisse quand même faire ses choix, puisse quand même vivre ses choix, tout en se mettant pas en danger. Et voilà, ça va. C'est vrai que c'est un peu la tension que je pense on retrouve dans beaucoup de... Parce qu'on a peur, par exemple, qu'il leur arrive quelque chose, et en même temps, on veut qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Voilà. C'est un peu comme avec les tout petits enfants, finalement. Enfin, je veux dire, en tant que parent, parfois, on se dit, oui, il faut que je le laisse quand même. Par exemple, un bébé qui commence à marcher, on se dit, il faut le laisser commencer à marcher. Mais si on laisse tout seul commencer à marcher, il va tomber, il va se faire mal parfois. Mais ça fait partie un petit peu de la vie. Il faut qu'il parfois il tombe pour réajuster sa marche et réapprendre à marcher correctement. Et nous, on doit être pas loin pour l'accompagner. Et il doit sentir qu'il y a quelqu'un qui le soutient, même avec le regard. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu ça que vous devez jouer. Voilà. Et alors, je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi dans le métier d'éducateur, c'est que pouvoir aider la personne à faire ses choix et savoir à quel moment il faut être là pour le protéger, à quel moment il faut pouvoir lui lâcher la main. Tout ça, ça va passer par la relation. Ouais. Et donc, la base du métier, ça va être de créer une relation avec les personnes avec lesquelles on travaille. Oui, tout à fait, je suis vraiment d'accord avec vous. Non, c'est parce que je suis psychologue aussi, alors du coup, je me permets, mais les auditeurs le savent. Mais donc, c'est vraiment chouette ce que vous dites, parce que je pense que sûrement Madame de Ziers, pourra complémenter. Je crois que c'est un peu un travail qu'on essaie de faire aussi, c'est de pouvoir leur permettre de s'autonomiser au max. Voilà, déjà chez les enfants qui ont un parcours classique, mais chez les enfants aussi qui ont des besoins particuliers. Alors, on doit partir à la pause quelques instants, d'accord? Là, on a juste mis le cadre, hein, chers auditeurs, vous inquiétez pas, on reste avec vous. On est là pour 2 heures, donc on est là. Vous pourrez poser toutes vos questions sur la page Facebook Le Blic Virginie ou sur le compte Instagram ou alors sur la page Santé pour tous official. Ça, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. On revient dans quelques minutes sur Arabelle FM au 106.8. À tout de suite. Voilà, nous
sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons de trisomie 21 avec nos invités. On a posé le cadre un tout petit peu avant la pause. Et donc, moi, je vais revenir un petit peu vers Madame Raji. Selon vous, comment est-ce qu'il est préférable de prendre en charge des parents qui s'apprêtent à accueillir dans leur famille, du coup, un enfant qui est porteur du syndrome de Down? Oui. Ben voilà, comme on parlait tout à l'heure, déjà l'annonce du handicap et du diagnostic doit se faire dans un cadre bienveillant et empathique et donner cet espace aux parents d'avoir des angoisses, des questionnements, des peurs. C'est important de les aider en fait à désamorcer cette culpabilité parce que voilà, comme Madame le disait tout à l'heure, on lui a dit, on lui a fait croire que c'est parce que son âge est avancé que oui, le risque est accru, mais ce n'est pas, c'est pas une corrélation cause à effet. Il y a plusieurs facteurs génétiques, environnementaux et sociaux qui font que on va avoir cette trisomie. Donc c'est important d'accompagner les parents, de désamorcer en fait ces sentiments de honte et de culpabilité, de leur donner un espace où ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit de douter et leur présenter les choix sans les orienter. Les différents choix qui se proposent à la grossesse, je parle bien, sans les orienter, leur laisser le choix en fait au final et de respecter un peu leurs valeurs. Donc ça c'est prénatal et durant l'accouchement. Et après, on va vraiment essayer de travailler sur les compétences parentales. Parce que, comme je disais tout à l'heure en off, les parents sont les premiers experts de l'enfant. Et c'est important de renforcer leurs compétences parentales et de leur donner les outils nécessaires pour accompagner cet enfant et être là pour cet enfant et aussi jouer sur les ressources des parents. C'est important de voir quelles ressources au final ils ont ces parents. Est-ce qu'ils ont un tissu familial et une fratrie bien soudée pour accueillir cet enfant, leur vie professionnelle, comment allier vie professionnelle et vie familiale, les connaissances aussi, parce que les connaissances, c'est le premier levier de changement et c'est en fait les connaissances sont vraiment permettent et donnent un pouvoir d'action. Donc quand je comprends les choses et quand je connais les choses, je sais agir. Et vraiment agir sur la psychoéducation, la valorisation, la psychologie positive, et vraiment les renforcer dans leur rôle parental et leur donner le bénéfice du doute et le bénéfice de l'angoisse et aussi accueillir toutes les émotions qu'il peut y avoir. Donc je pense que c'est important d'agir sur ces différents panels pour mener à bien au final ce voyage magnifique et cette aventure avec un enfant différent. Ouais. Alors, Madame Dozière, est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire un tout petit peu votre enfant, sa scolarité, son caractère, son parcours de vie? Voilà, on a entendu Amérique, donc on se dit peut-être qu'elle est bilingue, est-ce qu'elle va dans l'enseignement général, etc. Oui. Notre petite fille, en fait, elle est trilingue, c'est-à-dire qu'elle parle anglais, elle ne parle pas encore, ça je peux revenir dessus un petit peu plus tard, mais nous sommes une famille où on parle anglais et français. Elle est scolarisée dans l'ordinaire en milieu francophone et elle utilise une méthode gestuelle Sésame qui a été développée par La Clairière, qui est en fait une adaptation du langage des signes. Donc elle a 3 langues. Et elle utilise également, grâce à de formidables logopèdes qui nous encadrent, des pictogrammes. Ah ouais. Donc elle a pas mal de moyens de communication qu'elle maîtrise plus ou moins bien, mais qu'elle apprend en fait facilement. Pour parler donc elle s'appelle Marie. Pour parler de Marie, en général, il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit. Elle est pleine de vie, elle est coquine, elle est heureuse. Ça, j'insiste dessus parce que elle est heureuse et elle nous rend heureuse. Elle est empathique. Ça, c'est vraiment une caractéristique de la trisomie 21. Oui. C'est connu, ça. Des personnes très sensibles. C'est frappant à plein d'occasions. Elle est aimée, elle est aimante, mais elle est aussi très têtue. J'ai aucune idée d'où elle tient ça. Enfin, c'est pas ça. Et elle est intelligente. Et ça aussi, j'aime le souligner parce que c'est important de comprendre. Ce n'est pas parce qu'une personne a un handicap ou pas, ce n'est pas parce qu'une personne a un retard de langage ou ne sait pas parler qu'elle n'est pas intelligente. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est important que les gens le voient.
Vous savez, je vais juste appuyer ce que vous venez de dire parce que nous, parfois, on travaille avec des enfants issus d'immigration ou des enfants réfugiés qui ne maîtrisent pas du tout la langue française et parfois, on veut les orienter vers l'enseignement spécialisé parce qu'ils ont un retard de langage ou autre. Et donc, nous, on fait passer des bilans non-verbaux. Et donc, avec ces fameux pictogrammes, avec des images, ça s'appelle des Wechsler non-verbales. Et on remarque que ces enfants ont une intelligence tout à fait normale, tout à fait dans la moyenne et qu'ils n'ont pas besoin d'être orientés vers le spécialisé, c'est juste une maîtrise de la langue, mais au niveau cognition, ça fonctionne tout à fait bien en fait. Donc ils ont une logique mathématique, ils savent se repérer dans l'espace, ils ont des capacités intellectuelles qui sont intactes, c'est juste qu'ils n'ont pas encore accès à tout ce qui est verbal, mais ça va venir quoi, donc il faut leur laisser du temps. Et généralement, nous on recommande pas l'orientation vers le spécialisé, en tout cas chez ces enfants quand ils sont en bas âge, justement pour qu'ils puissent se développer et développer leurs compétences aussi. Mais je pense que vous avez souligné 2 points qui sont importants. On est en Belgique, qui est un pays plurilingue d'origine, et malgré tout, enfin moi je suis linguiste d'origine, ce qui m'a le plus choqué en arrivant, c'est que on n'a quasiment aucune ressource plurilingue pour les familles. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de traducteur interprète disponible. Enfin, ça semble, c'est pas un service que l'on voit. Nous, par le biais d'associations, donc moi je suis impliquée avec Inclusion, on est encadré par le Saphir, on rencontre des personnes d'horizons multiples et on est choqué de voir à quel point on leur demande à eux de toujours se mettre à niveau. Ils devraient d'entrée de jeu parler français ou flamand ou anglais couramment. Et ce n'est pas toujours le cas. Je trouve ça c'est vraiment un manque de respect parce qu'on ne connaît pas les circonstances de la personne. On ne sait pas pourquoi elle ne parle pas encore la langue et peut-être qu'elle a le désir d'apprendre cette langue et de communiquer. Et du coup, vous avez des parents qui se retrouvent désarmés parce qu'ils ne peuvent pas communiquer, donc ce qui est épouvantable, qui sont probablement aussi nouveaux dans le monde du handicap, comme beaucoup d'entre nous quand ça arrive. Et si en plus vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas d'origine, vous avez là 3 facteurs où ça devient impossible de vous guider vous-même, et donc vous dépendez des autres, et les autres vous demandent d'être déjà familier avec tout ça, donc c'est vraiment difficile. Ce sont des facteurs supplémentaires. Disons que peut-être vous avez le niveau d'éducation, vous avez peut-être, vous êtes linguiste, donc forcément la langue c'est quelque chose que vous connaissez, et donc vous allez peut-être transmettre aussi cet amour à votre enfant, et vous allez peut-être le stimuler différemment, mais c'est vrai comme vous dites, si on arrive, si des parents ont un enfant avec ce type de syndrome et qui n'ont pas accès à l'information, ça pose clairement problème. Parce que du coup, ils savent pas comment accompagner l'enfant dans ses besoins, justement, hein, donc dans ses besoins primaires, quoi. Oui. Et je pense qu'il est important aussi de souligner que les gens peuvent avoir des passés différents et donc sont peut-être pas armés de la même façon. Ils peuvent avoir aussi une idéologie différente. Il y a quand même de nombreux pays où le handicap est encore très tabou. Tout à fait. Nous on est supposé être dans un pays où ça ne l'est pas, mais la Belgique a encore beaucoup de progrès à faire. Rien que pour les centres. Enfin, je sais pas si Madame Antoine va être d'accord avec moi, mais c'est saturé, quoi. Pour trouver des places. Il paraît. Non, mais clairement, si vous avez un enfant porteur de handicap qui veut aller dans un centre pour travailler justement son autonomie, etc., mais moi je vois dans l'autisme aussi, hein, c'est pas que la trisomie, hein, mais ces centres sont saturés, il y a de la place nulle part. Enfin, vous restez sur des listes d'attente et c'est catastrophique parce qu'il y a des enfants qui sont parfois adultes, même adolescents, qui restent à la maison sans rien faire parce qu'en fait il y a plus de place nulle part. Et donc ça aussi c'est un problème parce que si on parle d'inclusion, ces enfants ils ont aussi des besoins, le besoin d'aller à l'école, le besoin d'être stimulés, etc. Mais si la réponse politique ne va pas dans ce sens-là, comme vous dites, s'il n'y a pas de structure qui permet l'encadrement de ces jeunes et de ces adultes aussi, vers où on va? Parce qu'en tant que parent, je me dis qu'on doit aussi pouvoir se projeter pour son enfant plus tard. Tout à fait. Et donc ça fait partie aussi des inquiétudes qu'on peut avoir si on se dit mais il n'y a pas de structure ici pour mon enfant plus tard et comment ça va être quand je serai pas là, quoi. Donc j'ai besoin de savoir que mon enfant il sera armé pour s'en sortir dans la vie, quoi. Enfin, je sais pas Madame Antoine si vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de qu'est-ce qu'un centre d'hébergement et du coup est-ce que tous les résidents chez vous sont des personnes porteuses du syndrome ou pas forcément? Pas du tout. Pas du tout, voilà, c'est ça. Pour vous donner une idée, donc nous, on a un centre qui héberge 21 personnes.
On a 3 personnes qui sont porteuses du syndrome de Down seulement. Donc c'est ça, c'est mélangé. C'est pas du tout représentatif de tout le handicap mental. Oui. Et c'est vrai que souvent, quand je dis je travaille dans un centre d'hébergement avec des personnes qui sont en situation de handicap mental, les gens vont me dire ah oui, t'es trisomique. Ben non. Oui, mais c'est logique, ça. Ouais. Ça, c'est vrai que... C'est le stéréotype du handicap. Mais parce que c'est le handicap, entre guillemets, qui est le plus visible et aussi qui est un des premiers handicaps qui existe, c'est-à-dire dans le sens, il est plus courant. 1 sur 1000, c'est quand même beaucoup. Hein. Je veux dire, c'est par rapport aux autres, la probabilité, elle est quand même plus importante d'être porteur de trisomie 21. Mais du coup, c'est ça, c'est vrai que ces centres sont un peu saturés. Là, vous avez que 21, c'est pas beaucoup. Oui, on 21. a une petite structure. Il y a 4 centres de la SBL qui sont à peu près toutes du même... ça va varier, je pense, entre 19 et 21 personnes, je crois. Et donc voilà, c'est une maison. Chez nous, c'est vraiment une maison qui essaye en tout cas d'avoir un esprit familial. Notre particularité, mais je pense que ça devient la particularité de plusieurs centres, c'est qu'on a une population assez vieillissante, mais étant donné que l'espérance de vie des personnes qui ont un handicap, comme l'espérance de vie de tout autre citoyen belge augmente, de plus en plus, on se retrouve avec des populations assez vieillissantes. Le centre, en plus, a ouvert il y a un peu plus de 50 ans. Et il y a des personnes qui y sont depuis quasiment le début, qui sont arrivées tout jeunes, là, qui avaient, 20 ans. Et donc, au départ, il y avait très peu de résidents et ils travaillaient la journée à la PAM, si je ne me trompe pas, donc dans un atelier, ce qu'on appelait avant un atelier protégé, qu'on appelle maintenant une entreprise de travail adapté. Et ils revenaient le soir comme dans leur maison, comme toute personne va dans leur maison. Et il y avait un couple qui s'occupait d'eux, qui s'occupait de les aider et tout ça. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé, ça s'est agrandi. Et donc, il y a des personnes qui se sont retrouvées pensionnées ou... alors aussi, les ETA, donc les entreprises de travail adapté, elles ont un peu évolué avec le temps, évolué dans un certain sens, qu'on peut trouver dommageable ou pas. Mais petit à petit, il a fallu être de plus en plus rentable. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont été renvoyés parce que pas assez rentables. Donc, soit ils sont restés dans le centre la journée, soit ils ont été dans des centres de jour. Donc voilà, chez nous, on a un peu ces personnes qui vont d'une part travailler, d'une autre part en centre de jour, ou qui n'y vont plus et qui sont assez âgés et qui, du coup, ont des petites activités la journée ou qui se reposent. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent avoir une vie un peu comme tout le monde et qu'ils puissent aller travailler, gagner leur petit salaire, avoir un petit endroit où ils peuvent vivre. Voilà, mais ça reste... je veux dire, il y a toute une partie de ces personnes qui n'ont pas accès à ça. Enfin, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à ça, malheureusement. Mais j'imagine bien. On en discutera tout à l'heure. Alors, on va partir à la pause juste quelques instants, chers auditeurs. Donc, restez avec nous. On parle de trisomie 21 dans Santé pour tous. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour. Je vous dis pas en off, on s'amuse. On a plein de choses à se dire. Là, on est entre personnes passionnées. C'est super chouette parce qu'on parle de plein de choses. On va essayer de vous faire quand même partager ça, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, on parle de trisomie 21. Et donc, voilà, on revient vers vous pour discuter de tout ça. Ici, juste avant la pause, on parlait un petit peu de ce que c'était qu'un service d'hébergement. Et là, je vais revenir un petit peu vers Madame Raji, donc, qui est assistante en psychologie et qui termine un master en psychologie clinique en psychopatho, tout simplement pour voir un petit peu comment on doit expliquer à la fratrie qui a un petit frère ou une petite sœur qui va être un petit peu original, un petit peu différent d'eux. Comment on peut leur expliquer ça ? Je vais reprendre déjà votre dernière phrase qui est un petit peu originale. C'est important de parler en termes de différence et pas en termes de déficience. On ne va pas présenter l'enfant comme quelqu'un qui a du retard et des déficiences, mais plutôt quelqu'un de différent qui a ses spécificités. Et le plus simple, on peut parler de tout avec un enfant du moment que les enfants et la fratrie, du moment qu'on sait quels mots utiliser, des mots simples, des mots faciles à intégrer en fonction de l'âge des enfants et de la fratrie, et leur dire que vous allez accueillir un petit bout de chou qui a
un peu différents de vous, et il faut parler en termes de métaphores. Par exemple, dire que vous êtes les lièvres et le petit sera la petite tortue. Vous irez plus vite, il ira plus lentement, mais il aura besoin de vous pour y arriver. Et ensemble, on peut aller vers la ligne d'arrivée. Donc c'est important d'expliquer en termes de métaphores, de mots simples, de caricaturer un peu et d'utiliser un peu des personnages un peu folkloriques. Et toujours parler en termes de différence et de richesse. Un enfant qui est différent, qui a le syndrome de Down, c'est quelqu'un qui peut beaucoup nous apprendre. C'est quelqu'un qui est riche et c'est un chromosome en plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on a retiré, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté. Donc c'est une richesse. C'est vraiment parler en termes de positif et qu'on ramène de quelque chose. Et j'ai cherché un peu que des chercheurs américains ont fait une grosse étude sur un peu l'apport au final de la fratrie. Ils se sont rendus compte que les interactions entre frères et sœurs et l'enfant porteur de syndrome de Down, une interaction d'une journée équivalait à 1 an d'expérience sociale chez un enfant unique. Donc comme quoi, la fratrie, c'est une ressource énorme sur laquelle on peut s'appuyer pour mener à bien cette aventure avec l'enfant. Oui, clairement. Et alors après, moi c'est vrai que j'ai un peu de mal encore avec le mot différence, mais je dirais peut-être, quelque chose d'une richesse ou d'un complément original, quelque chose, une originalité ou peut-être plus... Parce que le problème, en français, je trouve que parfois les mots, mais je sais pas en anglais peut-être comment on peut dire Madame Dozière, mais en français, je trouve que parfois les mots peuvent être péjoratifs et il faut parfois faire un peu attention. Moi, alors j'aimais bien, je sais pas si vous connaissez À ma jeunesse gym, ils sont déjà venus chez nous à la radio parce qu'on a fait une émission sur l'inclusion et en fait, donc ils prennent des enfants, mais eux ils appellent les enfants extraordinaires. Donc ils expliquent aux enfants ordinaires qu'il y a des enfants extraordinaires. Qui, un peu comme tu viens de le dire, ont en plus un chromosome, par exemple, mais qu'ils ont des spécificités particulières et que, que c'est chouette de passer des moments avec eux, qu'on apprend à les connaître. Et donc, ils font du sport ensemble. Donc, ces enfants qui font du taekwondo et des choses comme ça. Donc, on avait eu un représentant d'À ma jeunesse gym qui était venu chez nous. Et c'est super ce qu'ils font avec les enfants. Donc, voilà. Mais donc, comment vous faites vous en avez parlé aux enfants? Comment vous... Oui, alors, donc, nous, j'avais dit tout à l'heure, on a su pendant la grossesse que Marie avait une trisomie 21, donc on a décidé tout de suite de l'annoncer à son frère et sa sœur, à qui je fais un petit coucou parce que sont un frère et une sœur extraordinaires. Et on voulait déjà qu'ils sachent que l'on le savait, et puis aussi un petit peu les préparer parce qu'il y a quand même le regard externe. Alors, la beauté des enfants, c'est que les enfants, en général, c'est quand même l'innocence. Et les enfants, ils ne sont pas comme nous, les adultes. Déjà, ils n'ont quand même quasiment pas de préjugés. Je veux dire, ils sont nature et puis ils sont directs. Et nous, on trouvait ça chouette de leur dire parce que du coup, on leur donnait l'occasion de s'exprimer. Alors, moi, j'avais expliqué, on n'était pas en Belgique, mais je veux quand même dire aux auditeurs belges qu'il y a quand même des ressources et qu'ils ne se sentent pas seuls. Déjà, pour l'annonce du handicap, il y a la plateforme d'annonce handicap. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site d'inclusion, mais il y a de chouettes ressources. Pour la fratrie, il y a une ressource extraordinaire. Il y a une ASBL qui s'appelle Fratria, qui fait un travail formidable et qui, justement, peut aider. Ils ont notamment une ressource que nous, on adore, c'est le petit baluchon. Vous le commandez, ils mettent des livres adaptés. C'est formidable. Et justement, il y a certains livres avec des images, des comparaisons. Pour les plus grands, il y a d'autres façons de le dire. Mais donc voilà, nous, c'est comme ça que... Est-ce qu'ils avaient peur, vos grands ? Je crois que c'était plutôt, on était tous, parce que nous c'était pareil, on était un petit peu, on savait pas trop à quoi s'attendre, on était plus un mélange de curiosité, un petit peu d'appréhension, mais en même temps, ils allaient avoir une petite sœur, donc ça c'était super. Et puis, ce sont des enfants très positifs, donc ça c'était le point qui nous a beaucoup soutenus. Et nous, on a aussi voulu les mettre en garde sur le fait que leur petite sœur, faudrait la défendre, parce qu'elle allait avoir le regard des gens. Et ça, on leur a dit, c'est pas qu'il faut avoir peur. Mais vous allez entendre des mots moches et on les a dit aussi bien, mon mari en anglais et moi en français, des mots qu'on déteste. Il est attardé, il est mongol, et des mots qui malheureusement sont encore utilisés. Mais donc on voulait qu'ils sachent qu'on est conscient que ça existe, mais que déjà c'était pas la vérité. Et puis comme ça ils étaient un petit peu armés aussi parce que on savait qu'on allait être un petit peu pris au dépourvu. Et puis vous attendiez à ça, vous vous dites oh là là.
il y a quand même un risque que les gens soient pas sympas ou nous regardent C'était pas la première idée, mais on a vraiment essayé de penser à tous les aspects. Et on a voulu justement leur donner un petit peu, comment dire, c'est presque comme une trousse à outils de sentiments, si vous voulez. De se dire, voilà, parce qu'on savait aussi que une fois qu'elle serait là... au fur et à mesure de la grossesse, les nouvelles se dégradaient au niveau santé, donc on allait être quand même un peu débordés. Donc ça, après la naissance, vous alliez être on très savait, oui, c'est ça, ça a été un peu le tourbillon et donc voilà. Et puis pour aussi qu'ils sachent que c'était avant tout leur petite sœur et qu'avant tout on est une famille, on est une fratrie. Enfin, ils sont une fratrie, nous sommes une famille, on est unis et voilà, on va vivre ça ensemble. Et puis alors oui, moi je suis très partisane du mot extraordinaire, pour moi c'est très important, et puis d'être positif, parce que je pense que c'est ça que, s'il y a des futurs parents, déjà je veux les féliciter, c'est formidable, et les autres parents, leur dire restons positifs, on est unis, on est là ensemble, et même dans la société en général, et même en Belgique, il y a beaucoup d'endroits où il peut y avoir des belles histoires d'inclusion, du soutien. Et moi je vous remercie pour votre émission, parce que je pense que les gens ont aussi de savoir si ça m'intéresse la trisomie 21, qu'est-ce que je peux faire. Exactement. Voilà, et se dire c'est pas parce qu'il y a pas forcément, les choses n'existent pas, on peut peut-être les mettre en place, on peut les mettre en place ensemble. Et puis, pour le manque de structure, par exemple, tournez-vous vers des organisations, justement, comme Inclusion, qui défendra vos droits, qui vous aidera. Parce que ce qui est un petit peu dommage pour l'instant, c'est beaucoup d'initiatives très ponctuelles, très disséminées, parce que les gens, justement, il y a des listes d'attente épouvantables, les gens se retrouvent seuls, et du coup, ils font leur petite solution à eux, seuls ou avec 2-3 autres familles. Les parents doivent bricoler. On se rend bien compte que les parents doivent bricoler parfois pour trouver des solutions, pour leur faire des activités. Moi, j'ai vu des parents qui faisaient l'école à domicile. J'ai rencontré des parents qui faisaient... des groupes de parents qui se mettaient entre eux pour faire, il y en a un qui fait école à domicile, qui fait telle matière, puis il y en a d'autres qui vont aller faire du sport avec eux, puis il y en a d'autres qui vont prévoir des activités. Enfin, il y a des petits groupes de parents qui s'organisent entre eux parce que soit ils trouvent pas de place dans les structures, soit le système scolaire leur convient pas parce qu'ils ont peur que le système scolaire fasse plus de mal que de bien à leur enfant. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Enfin finalement, c'est pas évident de trouver des informations. Donc, mais en Belgique, c'est dans tout. J'ai l'impression que c'est dans tous les domaines. Par exemple, même en santé mentale, je trouve que parfois il y a plein de structures différentes, il y a plein d'endroits où on peut aller chercher de l'aide, mais en fait c'est tellement pas organisé. Ils ont essayé de faire des cartes réseau, ils essayent parfois de faire des cartes réseau pour quand on a une situation d'urgence, vaut mieux bien connaître son réseau, quoi. Enfin moi, mes collègues m'appellent souvent Madame Réseau parce que je connais plein de structures et plein de trucs. Du coup, quand on me dit il y a une situation, c'est comme ça. Va à tel endroit, là, je sais qu'il y a ça, etc. Mais on devient finalement des spécialistes. J'ai l'impression que vous aussi, vous devenez une spécialiste dans le domaine. Vous faites un carnet d'adresses. Mais c'est pour ça il y a des parents qui n'ont pas tout ça. Mais c'est pour ça que je conseille aux gens, tournez-vous vers une association. Ne restez pas seuls. Nous, on a d'entrée de jeu décidé d'être membre d'Inclusion parce que ça représente déjà tous les handicaps intellectuels. Donc, c'est important pour nous. Mais aussi parce que ils vous donneront les moyens et justement il y a des assistantes sociales, il y a des gens pour vous guider et puis c'est un premier contact et puis de là d'autres contacts se font, mais c'est important, faut surtout ne pas rester seul et frapper aux portes. C'est hyper important. Crier au secours, quitte à ce que ce soit à vos voisins qui vous guideront, mais ne restez pas seul. Et il y a des très belles unions, il y a de très belles histoires. Moi, je fais partie d'un groupe de mamans, collectif T21, mais si elles n'étaient pas là, les copines, des jours, je ne tiendrais pas le coup. Bien Donc, sûr, bien sûr. Oui, il y a des belles choses. Oui. Comme quoi, voilà, de la difficulté peut aussi naître la solidarité. Donc, c'est ça qu'on peut trouver, quoi. Alors, moi, je me demandais aussi, Madame Antoine, quel type d'approche et d'accompagnement, du coup, vous allez le plus conseiller ou pour les personnes qui sont porteuses de ce syndrome dans votre centre ou en tant qu'éducatrice? Alors moi, je ne fais pas vraiment de différence entre les personnes qui ont une trisomie 21 et les autres handicaps qu'on a dans... Je pense que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je pense que l'approche, elle va vraiment dépendre d'une personne à une autre. J'ai pas de... Après, voilà, comme on en a parlé plus tôt, il y a les pictogrammes, ça va être vraiment quelque chose de précieux. Le langage des signes, nous on ne le pratique pas, mais on a une résidente qui va
dans un centre où ils lui ont appris quelques rudiments, et c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez intéressant aussi. Après, il y a, selon les personnes aussi, de nouveau, mais l'importance de fragmenter les consignes, c'est-à-dire pas donner trop de consignes à la fois, parce que c'est possible que la personne elle retienne que la dernière consigne, et alors c'est trop confus dans la tête, ça devient. Donc il y a quand même l'importance de fragmenter, et puis je pense, on en a parlé aussi, je pense le renforcement positif est très important. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, il faut vraiment commencer par apprivoiser la personne avec qui on travaille, enfin moi je travaille, ou si c'est son enfant, et respecter son rythme, ce qu'elle est, ses goûts, ses besoins, et en fonction de ça, s'adapter, quoi. C'est voilà. ça. C'est un peu un accompagnement, mais qui est individualisé aussi quelque part, parce que ça va être en fonction de la personne que vous avez en face, je suppose. Oui, complètement. Après, je pense que c'est important aussi de justement essayer de stimuler, parce que c'est vraiment des personnes qui peuvent, je pense, si c'est fait assez tôt, aller assez loin. C'est-à-dire que nous, on a des personnes avec des handicaps où on voit que c'est compliqué, mais quand je vois ce que des personnes qui ont une trisomie 21 sont capables de faire dans leur vie, au niveau de l'autonomie et de l'indépendance, je pense que c'est vraiment important de stimuler assez jeunes, parce que nous, quand ils arrivent chez nous, qu'ils ont 40 ans, malheureusement, on peut un petit peu avancer, mais c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu des situations comme ça où, en fait, par exemple, les parents choisissent de ne pas du tout scolariser, mais ne vont pas le stimuler correctement, l'enfant, ni l'adolescent. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, quand les parents s'en vont, il va dans des centres, parce que parfois ils n'ont pas de famille ou pas de fratrie qui peuvent s'occuper d'eux. Et alors à ce moment-là, le problème c'est qu'ils sont pas du tout autonomes parfois. Donc moi je rappelle souvent aux mamans, parce qu'il y a des mamans qui sont hyper maman poule, et moi je les ai en consultation, les parents, je les accompagne aussi, mais parfois j'ai des mamans poules comme ça qui vont tout faire, qui vont préparer à manger, qui vont encore les habiller même quand ils sont grands, et où je dis mais non, mais ça va pas. Je dis parce que vous lui apprenez pas à vivre sans vous. Un jour vous allez partir, mais non, je serai toujours là. Ben non, vous serez pas toujours là. Vous serez pas toujours là. Et à un moment donné, voilà, vous avez les enfants qui disent, moi la fratrie qui dit, moi j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, parce que finalement maman elle a pas rendu service, elle lui a pas aidé à savoir se cuisiner un peu tout seul, ou savoir, on peut même pas le laisser tout seul à la maison parce qu'il pourrait mettre le feu, quoi. Par exemple, moi j'ai eu des situations comme ça où les familles venaient en me disant, mais il faut que vous nous aidiez parce que ça va pas, finalement. La maman, elle comprend pas que voilà, qu'il faut pousser à l'autonomie. Et quand vous dites, quand ils ont déjà 45, 50 ans, c'est compliqué de leur apprendre à s'autonomiser. On peut, mais c'est pas pareil que si t'es petit, on l'avait bien stimulé, ils avaient été à l'école ou des choses comme ça. Et puis c'est très compliqué parce que c'est des personnes qui ont la plupart du temps un vieillissement assez précoce. Ah oui. Il y a des démences séniles, de l'Alzheimer qui arrivent très tôt. Et donc voilà, et je pense que ça concerne une personne sur 3 ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez courant. Donc quand à 40 ans la personne elle arrive, à 45 ans on découvre qu'elle a Alzheimer, commencer à travailler à l'autonomisation, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Donc voilà, moi je conseillerais vraiment aux parents ou aux centres de jour ou d'hébergement ou aux écoles qui s'en occupent quand ils sont encore jeunes, de faire confiance en leurs capacités. Oui. Et d'essayer au maximum. Après, moi, je le vis pas, donc c'est un conseil que je donne comme ça, mais c'est facile petits, pour moi, évidemment. Mais il y a la plasticité neuronale, je veux dire, pour les tout petits. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est porteur d'un chromosome en plus qu'on n'a pas de plasticité psychique et neuronale. Donc, je crois que c'est vraiment important de se dire que, si, on peut amener l'enfant à faire des choses. Il a des capacités petits et il faut lui apprendre à les développer, quoi. Alors, écoutez, on doit repartir à la pause encore. Donc voilà, on a déjà fini une première partie de l'émission, mais on reste avec vous, on a encore 1 heure ensemble. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions à la pause. Je vais checker un petit peu les questions que vous nous posez sur la page Facebook Le Blic Virginie. Vous allez voir, il y a le live de Santé pour tous. Donc n'hésitez pas, et je vous dis donc dans quelques instants avec nos experts sur Santé pour tous. À tout de suite.
chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons de trisomie 21 avec Madame Dosière, qui est la maman de Marie, une petite fille de 5 ans et demi qui est atteinte du syndrome de Down. Nous parlons aussi de cela avec Anna Raji, qui est assistante en psychologie, qui se spécialise en psychopathologie. Et alors, nous avons aussi Chloé Antoine, qui est éducatrice spécialisée et qui travaille à la maison d'hébergement AMA 1. Donc voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Santé pour tous. Nous parlons de trisomie 21. Juste avant la pause, nous avons un petit peu parlé du fonctionnement des centres d'hébergement. Nous avons parlé un petit peu du parcours de certains enfants, de parfois la difficulté pour les enfants d'être accompagnés, d'être accueillis. Pour les familles aussi, c'est pas toujours évident. J'allais revenir un petit peu on commençait à parler un petit peu de la psychologie de l'enfant et de ses besoins. On parlait d'autonomie avec Madame Antoine dans les centres et de l'âge adulte, on disait il faut pas attendre l'âge adulte pour pousser à l'autonomie. Et donc moi je voulais revenir un peu vers Madame Raji. Tiens, est-ce qu'il y a un profil psychologique type pour les personnes qui sont atteintes de T21 ? Non, cette question, ça serait trop stéréotypé et généralisé. Et de mettre tout le monde dans le même sac, de dire qu'il y a un profil psychologique à part. Bien sûr, il y a certaines spécificités, comme Madame rappelait, l'empathie, la théorie de l'esprit, le développement socio-cognitif où ils sont super doués. Maintenant, le profil psychologique au niveau émotionnel et au niveau vécu interne, ça va vraiment dépendre de un peu déjà quelle déficience intellectuelle l'enfant a et aussi des habiletés fonctionnelles, comment il s'adapte à son environnement. C'est plus ou moins ça qui va faire qu'on aura un certain profil psychologique ou l'autre. Si l'enfant n'est pas, comme on disait, accompagné, soutenu et qu'il n'y a pas un réseau pluridisciplinaire autour de lui qui prend bien soin de lui et qui rencontre ses besoins, cet enfant-là, il aura plus de difficultés et il va peut-être éprouver plus de tristesse, plus de désarroi, plus d'angoisse. Et donc, on aura un profil psychologique un peu teinté négativement. Tandis qu'un enfant qui est bien entouré, bien soutenu, c'est un enfant qui pourra bien se développer, être heureux et être adapté au final à son environnement. Et donc, voilà, le profil psychologique, un peu plus personnalité d'un enfant, c'est très différent d'un enfant à l'autre. C'est comme tous les enfants. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Tout venant. C'est-à-dire si ça va dépendre aussi de la relation aux parents, de la relation familiale. Je veux dire, un enfant ordinaire, si il a une maman en burn-out ou une maman qui est épuisée ou des parents qui ont des conflits de couple, etc., il peut aussi avoir des troubles du comportement. Donc un enfant extraordinaire, c'est un peu pareil. Et surtout que, comme vous disiez tout à l'heure, pour la petite Marie, elle est hyper empathique. C'est des enfants qui sont hyper sensibles et donc ils vont sentir très fort, je suppose, quand il y a des choses qui se passent à la maison. Donc si à la maison on est un peu stressé ou ça va pas, je suppose que la petite Marie, elle va le sentir très fort et on va le voir dans son comportement probablement. C'est le baromètre des émotions. Mais c'est ce que je dis souvent, les enfants c'est notre baromètre. Je dis tout souvent, j'utilise toujours ce mot-là avec les parents et je dis, vous savez, votre enfant c'est le baromètre de la maison. Il jauge un petit peu, hop, ça va pas, pouf, ça monte et donc c'est ça nous donne une indication quand même. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que il y a plusieurs idées, j'ai tellement de choses à dire. Moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a des précautions particulières que vous devez avoir au quotidien avec Marie ? Alors là, à nouveau, moi je peux répondre personnellement, mais ça changera énormément d'un enfant à l'autre. Je pense que la caractéristique commune de ces enfants quand même, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du danger. Oui. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut se dire, Marie, elle ne pense pas du tout, si je traverse la rue, il peut y avoir une voiture. Donc tous les jours, on dit, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de voiture, on peut y aller. Et comme tous les enfants du monde, ordinaires et extraordinaires, ils apprennent avec la répétition. Ouais, donc il faut dire ça tous les jours. Il faut répéter. C'est important. On en est au stade où maintenant elle sait ouvrir les portes. Donc notre petite, elle a un grand retard de motricité fine, c'est-à-dire l'utilisation des mains, des doigts de façon individuelle, qui au départ semble être un gros problème. Et maintenant qu'elle évolue positivement, l'ironie, c'est qu'on a monté, elle sait ouvrir les portes, elle sait tourner, elle sait même maintenant, au jour d'aujourd'hui, déverrouiller la porte d'entrée. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il faut quand même y penser. Et comme elle adore, elle je vais aller me promener, hop. Mais c'est ça, parce que ce sont même des gens pleins d'amour et qui veulent rencontrer les gens. Donc,
penser à ça, la porte d'entrée, mais c'est l'entrée vers le monde. Bah c'est oui, c'est l'entrée vers... on fallait donner de l'amour à tout le monde. Oui. Ouais. Donc, et pour le parent... Concrètement, à nous, c'est pas la porte de sortie, c'est la porte d'entrée. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Mais du coup, elle peut partir comme ça, et donc c'est vrai que ça fait quand même peur, mais donc vous devez être donc il y a des vigilant petites souvent. adaptations Ah à oui, faire, vous mais vous adaptez. comme tous les parents Ouais, voilà. du monde. Hein, mais par contre, il ne faut pas non plus prendre trop de précautions. Par exemple, nous, on avait décidé que j'ai aucune sécurité sous les placards de produits d'entretien, sous l'évier. On en parle. Je la laisse s'ouvrir et elle sait exactement ce qu'elle a le droit et pas le droit de toucher. Par contre, si je sais que je vais pas être dans la pièce, la porte, bien sûr, est fermée. Ouais, moi, par Mais contre, je mets les Tupperware, là, vous voyez. Moi, Oui, alors j'ai elle a un changé, accès, j'ai mis elle a les son Tupperware. son tiroir Son tiroir Tupperware qu'elle Je crois adore. que tous les parents font ça. Voilà. Mais sinon, pour parler de... Il y avait des choses importantes qui ont été dites. Oui, il faut beaucoup de stimulation et dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant est né, littéralement, il faut le stimuler. Mais soyons honnêtes, comme tous les enfants, Bah oui. ordinaires, extraordinaires. Alors, il y a des services d'accompagnement qui existent pour les enfants. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que les parents ne sont pas forcément au courant. Nous, on bénéficie de l'aide du Saphir, qu'on remercie. C'est vraiment... Le Saphir, c'est quoi comme service? Alors, c'est un service d'accompagnement pour... en fait, c'est de l'aide précoce. Donc, ils peuvent vous aider dès que l'enfant est né. Il y a une assistante sociale qui va vous encadrer, qui va aussi répondre... En fait, il s'adapte, c'est ça qui est formidable, il s'adapte aux besoins de la famille. Donc, si par exemple, nous, on avait décidé que Marie serait en école et en école ordinaire, mais ils nous ont soutenus à 150%, et sans eux, on ne serait pas où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc, vraiment, on leur doit énormément. Il n'y en a pas assez. On revient toujours à la même problématique belge. Il y a des services, mais ils ne sont pas assez nombreux. En Mais au plus, moins, la ils loi va existent. changer bientôt parce qu'avant, les enfants extraordinaires pouvaient aller dans les écoles ordinaires avec un professeur particulier qui venait dans l'école. Et maintenant, ils vont retirer tout ça. Voilà. Et ça, j'ai justement, lu il n'y a pas longtemps. Ça, on peut faire une parenthèse là-dessus. À nouveau, heureusement qu'il y a des groupes comme Inclusion qui justement se battent avec les parents, pour justement essayer de changer ces choses-là et faire comprendre aux politiques que si vous voulez que la société marche, que les écoles marchent, mais tous les acteurs doivent être pris en compte. Et si on ne prend pas en compte les familles de ces enfants, je ne vois pas comment on peut leur définir des solutions si personne, dans les personnes qui ont défini ces solutions ne connaissent la problématique. Ça n'a aucun sens. Mais bien sûr. Donc ça, il y a du travail à faire, mais il faut continuer à le faire, il faut continuer à se battre. Et puis même avoir des écoles comme ça, c'est un peu comme la même philosophie qu'à Magime Jeunesse. Je veux dire, le fait que les enfants se mélangent suppose aussi que, voilà, par exemple... Si les enfants ordinaires n'ont jamais vu d'enfants extraordinaires, ben forcément, quand ils vont les voir, on dit « Ah, t'as vu maman, il est différent, etc. » Alors que si, à l'école, on voit des enfants avec... voilà, chacun sa spécificité finalement, ça passe crème, quoi. Je veux dire, après, on peut vivre ensemble sans problème. Et puis, ça développe aussi l'empathie, le fait de s'occuper les uns des autres. Enfin, voilà, je trouve que ce serait chouette des écoles comme ça. Voilà, parce que donc nous, Marie va dans une petite école à pédagogie freinée, une pédagogie active. Ça se prête très bien à ça. Et alors nous, le plus beau cadeau qu'on a eu, déjà l'année dernière, quand Marie a commencé à l'école, il y a une famille de la classe qui est spontanément venue nous voir au bout de quelques semaines en nous remerciant d'être là. Et j'en ai un petit peu l'air aux yeux de vous raconter ça parce que c'était tellement beau de se dire, voilà, on est au bon endroit. Ben oui. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous venez de dire. Ils nous ont dit, sans vous, notre fils ne connaîtrait pas le handicap parce que nous, en tant que parents, on n'a jamais pensé à aborder cette problématique. Cette année, ça se passe encore très bien, vraiment dans une classe formidable, avec des parents très ouverts. Bien sûr, il peut y avoir parfois des choses qui plaisent plus ou moins, mais des parents qui sont ouverts d'esprit, une école qui nous accueille mais à bras ouverts, une maîtresse intervenante extraordinaire. Bon, après c'est Freinet, moi aussi j'ai été dans Freinet, donc on sait bien Freinet comment c'est quand même vachement plus chouette. Oui, mais ça donne une idée de ce qui est possible, et ça je pense que c'est important de l'entendre aussi. Les écoles classiques ce serait plus compliqué, quoi, je veux dire. Oui, mais on peut leur donner des moyens, il y a quand même des moyens. Et des moyens, là vous touchez vous allez appuyer sur le bouton qui fait mal ici. Oui, mais parce que j'aimerais bien que les politiques entendent qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu comment on donne ces moyens, et peut-être repenser un petit peu comment c'est fait, parce qu'il y a parfois des choses simples. Alors, je vous donne un exemple. On a parlé plusieurs fois de la méthode gestuelle ou du langage des signes. Bon, nous, on dit la méthode gestuelle Sésame, il y a le langage des signes à proprement dit. Aux États-Unis, c'est une formation à laquelle ont droit tous les profs.
tous les professeurs, toutes les maîtresses, tout le monde y a le droit et elle est fortement conseillée. Et on sait par des études, mais qui ont lieu pas seulement aux États-Unis, que dans les crèches, il est très positif de connaître la langue des signes parce que vous avez des enfants sans handicap ou avec handicap, il n'y a aucune différence, qui auront plus de mal à s'exprimer, qui auront besoin de plus de temps pour s'exprimer. Il y a quand même des enfants qui ont des retards de langage qui n'ont aucun handicap. Oui, tout à fait. Eh bien, ça, c'est un moyen tellement simple. Nous, on a la chance que l'intervenante de la classe de Marie décide de se former au sésame parce qu'elle voulait justement. Et les enfants de la classe le demandent. Et les enfants aussi de l'école. Ils vont dire, oh, c'est chouette, elle sait parler ça. Nous aussi, on veut parler comme ça. Tous les jours, ils vont revenir et ils vont faire des petits gestes à la maison. J'ai des 6e primaires, des 5e primaires qui descendent me voir quand je viens la chercher, qui me disent, ah, au fait, aujourd'hui, Marie, elle a fait ça avec ses mains, on n'a pas trop compris. Et donc, on en parle. Si je sais pas, je demande aux Saphir de m'aider. Ils sont toujours là. Enfin, donc, et ça, c'est quelque chose. Il ne faut pas beaucoup de moyens pour l'implémenter. Non, si clairement. vraiment on veut parler, on n'a pas les moyens financiers, très bien, revenons à des choses plus simples. Mais après, les moyens financiers sont là. On est quand même en Belgique, c'est pas un pays démuni de moyens. Donc, à nouveau, il faudrait quand même mettre tous les acteurs ensemble autour de la table, plutôt que de dire, nous, on prend des décisions, mais si on a un représentant de telles écoles et telles écoles, mais ça ne suffit pas. C'est comme si on disait aux patients, voilà... on a déterminé que vous auriez besoin de tel traitement. Bien sûr, le médecin, c'est mieux, mais il faut quand même prendre l'opinion du patient. C'est un petit peu la même idée, si vous voulez. On fait ça ensemble, en union, en inclusion. Oui, tout à fait. Nous, on a le même combat, même dans la santé mentale, c'est pareil. Et moi, je milite profondément pour le bien-être des enfants, parce que les enfants, c'est quand même les adultes de demain. Et donc, pouvoir vivre ensemble, c'est un très, très grand défi. Et je crois que petit, déjà, on peut leur apprendre ça, de partager une classe. C'est à l'école qu'on apprend, c'est l'école de la vie. Donc Et eux nous apprennent, faut pas l'oublier non plus. Ils ont un regard très brut, mais justement qui des fois nous ouvre le regard, parce qu'on s'aperçoit que on s'est fermé en fait. Et c'est déjà arrivé que vous ayez des regards négatifs vis-à-vis de Marie, ou dans la rue ou autre? Oui, bien sûr. Oui. Et comment vous... oui, je suppose. Mais comment vous réagissez du coup? Il faut quand même s'armer, soyons honnêtes. Au début, c'est difficile. Moi, il y a des choses qui me choquent beaucoup. Donc, ma petite fille ne parle quasiment pas. Donc, elle est malentendante. Elle a un retard de langage sévère, mais elle en entourée formidable logopède et à nouveau du service d'accompagnement. Donc on a Caroline Savina qui nous porte littéralement au quotidien là-dessus. Mais notre petite, elle sait parfainement s'exprimer. Si elle veut vous faire comprendre un message, elle a des gestes, elle a des pictogrammes, mais elle a aussi, comme toute personne du monde, un visage, des mains, des pieds. Elle sait communiquer. Et alors nous, on a eu des exemples. Je crois que le plus choquant, c'était une dame âgée dans un supermarché qui m'a regardé, qui me fait « Oh, elle vous comprend !» Là, vous essayez, de ne pas vous écrouler, 2 non plus, ça sert à rien d'aller s'énerver. Je pense que si les mentalités, elles évoluent, c'était une personne d'un certain âge, et je pense que quand elle a grandi, je pense que le handicap, c'était vraiment très mal vu, voire ignoré ou caché. Et je me suis dit, ok, on prend une grande respiration. Calme, et donc voilà, et puis se dire... tiens, justement, en fait, c'est une porte d'entrée au dialogue. Ouais, c'est vrai. Et à ouvrir l'esprit. Donc, moi, j'essaie d'apprendre ça. Je suis pas parfaite, c'est pas parfait tous les jours. Il n'y a pas des jours où j'explose en sanglots. Bien sûr qu'il y en a, on va pas se mentir. Mais je me dis, allez, on prend ça comme le moyen, justement, d'ouvrir le dialogue. Et donc, ça peut vous arriver de vous arrêter, de discuter avec la personne et d'expliquer? Mais oui, bien sûr, parce que je pense que c'est important. Et puis ça, alors l'école nous soutient à 100%, le Saphir nous soutient. Nous, on s'est entouré aussi de médecins qui nous soutiennent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, de réessayer pour trouver les bonnes personnes. Vous n'avez pas trouvé la bonne école, ne vous découragez pas, il y en aura peut-être une autre, ou peut-être que l'école dans laquelle votre enfant est, peut-être qu'en fait il faut leur montrer qu'il y a des moyens, parce qu'ils sont pas forcément au courant, l'information est très très mal disséminée. Et pour le primaire, elle va devoir aller dans un enseignement plus adapté alors là vous me posez une colle, parce que nous on est tellement loin, elle est en première maternelle, donc on a quand même du chemin à faire personnellement, et honnêtement au jour d'aujourd'hui je n'en sais rien, et elle ira peut-être dans du spécialisé. Je suis pas du tout fermée à ça. Moi, mon idée, et on la partage avec mon mari, avec les enfants, c'est portons-la le plus longtemps possible dans l'ordinaire, parce que c'est important qu'elle sache
de quoi elle peut être capable. Il faut lui montrer le potentiel. Ce sont des enfants qui ils ont peu d'imagination. Ça, c'est un point important à faire. Donc, ils ne pensent pas forcément « Oh, ça, je peux le faire ». Donc, s'ils voient des personnes autour d'eux, des enfants... Par mimétisme, ils vont le faire. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est pour ça que pour moi, c'est ce caractère très important. Et la stimulation, on en a parlé plein de fois, vraiment les stimuler un maximum. Et je pense que pour l'instant, dans les années maternelles, c'est tout à fait jouable dans l'ordinaire. Est-ce qu'elle sera capable d'aller dans le primaire ? Eh bien, on verra en temps. Oui, c'est ça, vous le verrez à ce moment-là. On a comme objectif de la pousser le plus loin possible. Et ça, si je voulais revenir là-dessus, c'est que c'est parfois dur de se projeter. Hein, et c'est vrai qu'avec un enfant ordinaire, bon, on y pense un petit peu moins, on s'en soucie un peu moins. Là, c'est important de se projeter. Et c'est important de... déjà, croyez en l'avenir, parce qu'ils peuvent avoir un bel avenir. Et on est tous là pour mettre des belles choses en place et se battre ensemble pour que ça ait lieu. Et puis, à nouveau, pour revenir sur le support qui existe en Belgique, il y a des belles associations. Pour le tout début, je vous ai parlé des services d'accompagnement, de la plateforme Annonce Handicap. Et puis, tout au long de la vie, il y a des ASBL, il y a la Fondation Portrait qui fait un travail formidable pour préparer au parcours de vie. Il faut préparer à l'après-parent. Comme vous en parliez tout à l'heure, que va-t-il se passer quand papa et maman ne sont plus là ? Oui, d'accord, il y a une fratrie, mais c'est peut-être pas non plus à eux de le faire, et ils n'en auront peut-être même pas les moyens. Donc, voyons un petit peu quelles sont toutes les solutions. Et moi, j'avais eu une fois aussi donc une famille qui était venue chez moi parce que donc c'était un monsieur qui avait aussi qui était aussi porteur du syndrome, et il était amoureux. Donc, il était amoureux, il avait été dans un centre d'hébergement, un peu comme le vôtre, là, et il avait trouvé une amoureuse, et on ne les laissait pas se marier. Alors, il fallait l'autorisation, je sais pas, il a été dit dans la loi que si on n'a pas les facultés mentales, on n'a pas le droit de se marier. Vous connaissez ce truc-là ? Je sais pas, il y a des amoureux chez vous dans le centre d'hébergement ? Chez nous, il y a 3 couples officiels, on va dire, qui partagent la chambre, qui ont fait... pas un mariage, on a appelé ça la fête de la bague. Ah, donc en fait, ils ne peuvent pas se marier, c'est ça ? En fait, c'est les mesures de protection. Oui, c'est ça. Et donc, il y a 2 mesures de protection, enfin 2 sortes. Donc, il va y avoir la protection des biens et la protection de la personne. Ouais. Et donc, en fonction des capacités, c'est un juge qui va décider de ça avec l'avis d'un médecin. Il ne va pas décider ça tout seul, évidemment. Sous quelle administration la personne va devoir être mise. Donc parfois, il va y avoir juste une administration des biens. Et donc, il va falloir choisir un administrateur qui va gérer les biens de la personne. Et donc, cette personne ne pourra pas décider d'acheter une voiture toute seule, par exemple. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'administration de la personne, en effet. Ce qu'on appelait avant on appelait ça la minorité prolongée. Maintenant, parce que la minorité prolongée posait un gros problème, c'est que ça comprenait tout. On était en minorité prolongée, on était comme un mineur, on ne pouvait plus rien décider. Maintenant, avec l'administration de la personne, c'est plus adapté. Donc, il va y avoir une liste de critères et le juge va décider quel critère doit être coché ou pas. Et donc, la personne pourra peut-être rien décider pour sa vie, mais peut-être qu'elle pourra quand même décider de certaines choses. Oui, moi, on me demandait de faire une expertise psychologique pour savoir si la personne était capable d'aimer une autre personne. Moi, j'ai dit, oui, il l'aime bien, il n'arrête pas de parler d'elle pendant toutes les consultations. Donc, j'ai dit, non, est-ce qu'il est capable d'avoir une vie de famille, de s'en sortir ? Je devais évaluer son autonomie, etc. C'est compliqué à poser un avis là-dessus. Mais par contre, l'idée de la fête de la bague, c'est chouette. Parce que vous disiez, il faut qu'ils puissent se projeter. S'ils tombent amoureux, s'ils ont envie d'avoir une vie de famille plus tard, etc. Là, j'entends qu'il y a 3 petits couples et tout. Je trouve ça chouette parce que l'amour, c'est aussi important. C'est pas parce que on est porteur d'un syndrome qu'on sait pas ce que c'est que l'amour. C'est le socle de la vie. C'est ça, l'amour, c'est le socle de la vie, comme dit Hannah. Et ils ont aussi le droit d'avoir une vie, parce que le mimétisme, ils voient leurs parents s'aimer, ils vont peut-être voir leurs frères et sœurs se marier, peut-être qu'eux aussi, ils ont envie d'être en couple à un moment donné. Et donc, il y a toutes ces questions qui font un peu débat, je sais, actuellement, comme vous dites, par rapport au fait d'être administré. Et moi, c'est parce que j'ai eu ça une seule fois. Une deuxième fois, on m'a contacté aussi pour ça, mais ça m'avait beaucoup touchée, parce que je me suis dit, mais qui peut juger de qui a le droit à aimer ou à être aimé ? C'est tellement
pas facile, je trouve. Voilà. Mais on va continuer à en parler juste après la pause. Donc, chers auditeurs, on est encore avec vous, encore pour une bonne quarantaine de minutes. Donc, restez avec nous, c'est très intéressant. On parle de trisomie 21. À tout de suite. Voilà, nous sommes avec vous dans Santé pour tous. Nous parlons de trisomie 21. On parlait juste avant la pause, un petit débat là entre nous de la vie un peu affective et amoureuse des personnes qui sont porteuses de trisomie 21. C'est vrai que finalement, on doit pouvoir se projeter aussi dans l'avenir et savoir un peu, vers où on va aller. Moi, j'avais quand même une petite question parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le centre AMA. Juste une journée type pour vous en tant qu'éducatrice, comment ça se passe avec les bénéficiaires? Qu'est-ce que vous faites là-bas? En fait, ça commence par ceux qui vont partir travailler en centre de jour, qui se lèvent, qu'il faut aider. Il y en a qu'il va falloir aider dans la toilette, se laver. Il y en a qui vont être totalement indépendants. Il y en a qu'il va falloir aider pour déjeuner ou préparer leur tartine pour la journée, ou ce genre de choses. Et puis après, une fois que tous ceux-là seront partis, il y a la journée qui va se dérouler avec tous ceux qui restent. Et donc là, ça va être très divers. Il y a des jours où on fait les courses, un peu comme tout le monde. On fait les courses au Colruyt, on va acheter pour le souper parce que c'est nous qui cuisinons. On va préparer la soupe, on va dîner, puis on va peut-être faire des achats vêtements, faire du shopping avec l'un avec l'autre. On va peut-être dessiner, jouer à un jeu. Peut-être sortir, ils adorent aller boire un verre. C'est vrai? Oui, c'était très dur. Ils sont très impatients aujourd'hui d'y aller. Je ne sais pas s'ils auront l'occasion, mais voilà. Et puis, on va préparer le souper. Il y en a qui aiment bien venir donner un coup de main, couper un légume, touiller dans la sauce, voilà. Et puis, voilà, 18h le souper et la soirée. Il y a ceux qui reviennent des centres aussi, souvent entre 15 et 18h. Qui vont un peu raconter leur journée s'ils en ont envie, aller dans leur chambre, un peu parfois décharger des trucs qui se sont passés, parfois de l'énervement, parfois de la bonne humeur. Et puis, la soirée, il y a ceux qui veulent aller faire leur vie dans leur chambre, et puis il y a ceux qui veulent rester en bas, et voilà. Et donc vous disiez, il y a des petits couples, ils ont le droit de dormir dans le même endroit, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça qui est. Donc il y en a 3, donc ils ont leur chambre commune qui a été aménagée petit à petit, donc voilà, ils n'ont pas dit du jour au lendemain on va vivre ensemble. Ah oui, d'accord. On a quand même pris le temps de voir si c'était un truc sérieux. J'ai un peu du mal à dire sérieux. Est-ce que pour nous c'est sérieux déjà? C'est un peu spécial de dire ça, mais est-ce que en fait voilà, ça peut arriver que des couples se mettent ensemble et puis ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, un peu comme nous. Sauf que pour certaines personnes, ça va être plus compliqué de le comprendre, d'identifier que ça va pas et d'aller vers une séparation ou en tout cas d'exprimer. Alors, en fait, c'est le cas pour des gens qui n'ont pas de handicap non plus. C'est juste que là, ils ont de la chance, ils sont entourés. Et donc, c'est déjà arrivé que l'équipe doive un peu séparer un couple. Donc voilà, il va un peu y avoir toute cette évaluation-là avant de dire ok, allez-y, il n'y a pas de problème. Là, ils vont pouvoir partager une chambre. On a eu des fêtes de la bague aussi, donc c'est l'idée de remplacer le mariage qui est compliqué parce qu'en effet, ils sont parfois souvent sous administration de personnes et donc il va falloir l'avis de... Même, je ne sais même pas s'ils sont autorisés du coup. Mais la fête de la bague, c'est une bonne alternative. Ils aiment bien, on invite la famille. Il y a une cérémonie, s'offre une bague et voilà quoi. Donc ça marque quand même quelque chose d'important et un engagement qu'ils ont l'un envers l'autre. Et là, vous les accompagnez là-dedans. Voilà. C'est chouette quand même. Donc là, quelque part, vous respectez, vous entendez le besoin d'être peut-être avec quelqu'un à côté, quoi. Moi, j'avais encore une question pour Madame Raji. Du coup, souvent, quand on est enceinte, on idéalise l'enfant qu'on va avoir. Est-ce qu'il faut aussi accompagner, je suppose, les parents
dans le deuil de l'enfant idéal, et comment les accompagner aussi dans l'accueil de l'enfant. Donc, quand on sait qu'on va avoir un enfant extraordinaire, comment accompagner? Parce qu'on a entendu que pour Madame Dauzière, ça a pu être très violent. Recevoir l'information et l'accompagnement n'a pas été fait de manière adaptée. Donc, comment, dans l'idéal, dans le meilleur des cas, on peut accompagner les familles L'idéal serait que quand on va annoncer l'handicap, le diagnostic, c'est important qu'un psychologue soit présent parce qu'il a le regard clinique et un peu l'ambiance, un peu le climat de confiance, etc., qui pourra plus facilement l'instaurer au moment de l'annonce de diagnostic. Donc déjà, ça va un peu désamorcer le choc un peu et le fait d'annoncer cela. Donc c'est important qu'un psychologue soit présent à l'annonce. Donc ça, c'est déjà un premier travail qui est important à faire. Ensuite, c'est important, en tant que psychologue, d'accueillir un peu tout ce que, comme on disait tout à l'heure, d'accueillir avec tout ce que les parents peuvent ramener, de leur donner en fait ce droit-là de se plaindre, de douter, d'avoir peur. C'est totalement normal, c'est des réactions normales et c'est important de légitimer en fait. Et une fois qu'on va légitimer ces émotions-là et ce vécu-là, les parents ils vont se sentir reconnus dans leur souffrance et pourront à ce moment-là rebondir et aller de l'avant et mettre en place des choses. C'est important aussi comme Madame disait, de vraiment les accompagner pour trouver des centres de guidance, les services d'aide précoce, les groupes de parole, les ateliers entre parents. Tout ça va vraiment permettre de créer un sorte de bouclier pour faire face un peu à la vie au final et à ce syndrome-là qu'il faut prendre en charge bien sûr. Donc c'est important une fois qu'ils sont reconnus dans ce qu'ils vivent et qu'ils se sentent soutenus et pas seuls. À ce moment-là, de facto, ça coule de source et de facto, beaucoup de choses se mettent en place et les parents se sentent au bout d'un moment aptes à pouvoir prendre en charge cet enfant et mettre en place et alors tout il y a ce qu'il faut. aussi tout l'aspect médical et ça je voulais revenir aussi vers Madame Dauzière parce que du coup on sait que il y a quand même des fragilités au niveau médical, cardiaque. Tout à l'heure vous avez dit ça peut être visuel, auditif, retard de langage, etc. Comment vous gérez l'accompagnement médical qui nécessite Marie et je suppose aussi que ça a un coût. Est-ce que vous avez eu des aides financières? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises à votre disposition par rapport à cet aspect médical? Oui, alors il faut savoir qu'il y a une chose importante. En Belgique, on a des consultations multidisciplinaires pour la trisomie 21. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, il y en a plusieurs. Il y a à Saint-Luc, il y a à Luderf, il y a Saint-Pierre, il y en a à Autigny, il y en a quelques autres. Et ça, on peut trouver l'information sur des sites comme celui d'Inclusion pour guider les parents un petit peu, qu'ils sachent que ça existe. Qu'est-ce que c'est qu'une consultation multidisciplinaire? C'est vraiment de l'or pour les parents parce que c'est en une journée, vous allez rencontrer tous les spécialistes dont votre enfant a besoin et ces spécialistes travaillent ensemble au dossier de l'enfant. Donc vraiment, ils se consultent entre eux et ça, je crois que c'est vraiment clé, c'est d'avoir des médecins qui travaillent ensemble. Nous, en dehors de la consultation multidisciplinaire, on a aussi une pédiatre qui fait le lien avec eux. Donc vraiment, il y a tout un travail d'équipe et c'est important parce que vous, le parent, vous n'êtes pas médecin. On vous bombarde d'informations. C'est vous qui avez été chercher cette équipe ou c'est eux qui en l'occurrence, nous, oui, mais pourquoi on venait des États-Unis? Ça existe. Donc, on connaissait le service. Donc, on l'a cherché. On a trouvé l'équivalence en Belgique. Ah oui, voilà. Après, il y a des hôpitaux qui sont au courant, qui vont diriger les familles, peut-être votre pédiatre. Et sinon, si vous faites appel à des services de soutien, en général, ils peuvent vous diriger vers cette information. Et donc, ça c'est vraiment clé. Pour tout le côté médical, nous, on ne pourrait pas survivre sans. Marie, elle a 11 médecins, 5 thérapeutes. Elle a de multiples difficultés médicales. On ne pourrait pas les gérer sans ça. Donc, c'est important. Et puis... ça doit vous prendre plein de temps, tout ça. Oui, mais alors, pour le côté médical, on est quand même
un petit peu l'exception. Marie, elle a coché quasiment toutes les cases possibles. Donc, elle est malentendante, elle voit très mal, elle a une gastrostomie, elle a des problèmes d'oxygène. Donc oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pour dire qu'au niveau médical, on peut trouver le soutien. Alors, nous, on a la chance d'être sur Bruxelles, c'est plus facile. Et j'ai encore une autre remarque par rapport à ça. Oui. Et là, je m'excuse, je profite que vous soyez là. Mais par exemple, si les deux parents travaillent à temps plein, je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais que quand on a un enfant qui est porteur d'un handicap et qui est malade et qu'on doit rester à ses côtés pour l'accompagner, ben, en fait, on ne peut pas se mettre sur la mutuelle. Enfin, le parent, il est obligé d'aller travailler, mais on ne sait pas accompagner l'enfant chez le médecin. Donc, conjoint aidant, ça ne marche pas en Belgique. C'est extrêmement difficile. Oui. Moi, j'ai arrêté de travailler à la naissance de ma fille. Mais voilà. C'est ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais non, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire ça. Enfin, moi, j'ai eu des patients comme ça qui me disaient, mais Madame Leblic, je ne peux pas aller travailler. Mon enfant est malade, je dois l'emmener chez le médecin tout le temps. Et alors, oui, si on vous fait ça, alors on vous coupe les vivres en fait. Vous voyez, c'est ça. Et il existe des services de répit, il existe des allocations, mais alors on est en Belgique, elles sont très très difficiles à identifier. Alors je vais faire une petite parenthèse, mais le GAMP vient juste de publier un guide des allocations. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment important pour les parents d'enfants handicapés. Allez le chercher en ligne, c'est vraiment un outil formidable. Oui, le GAMP. Et donc je pense que cet outil il est primordial en Belgique parce que pour savoir à quelles aides vous avez le droit et dans quelles conditions, est-ce que c'est positif ou pas positif de mettre votre enfant sous le statut handicapé, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Après, ça dépend d'où vous habitez parce que nous sommes en Belgique. Êtes-vous en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, voilà, c'est ça. Donc oui, là, les réponses, en fait, il n'y a pas une réponse. Et là, vous avez besoin de services pour vous aider, pour vous guider. C'est vraiment très très important. Nous, on se repose beaucoup sur l'assistante sociale pour ça, parce que j'ai pas le temps de dégrossir toute cette information, qu'on vous bombarde d'informations. On essaie déjà de suivre au quotidien ce qu'on doit faire. Et donc, c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps, au point où vous n'avez pas pu retourner travailler du coup, pour le moment. Oui, c'est clair, mais moi, je me suis permise de vous arrêter pour ça, parce que j'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir aussi dans ce contexte-là. C'est pas qu'elles veulent pas travailler, c'est simplement qu'il y a une autre priorité, c'est de s'occuper de leur enfant quand même qui est malade. Alors c'est souvent les mamans, j'ai remarqué, je vais encore faire ma féministe, mais pourquoi les mamans doivent sacrifier leur carrière et pourquoi pas les papas? Elles font ça bien. Elles font ça bien, d'accord, on dira ça comme ça. Et nous, on est venu en Belgique par le travail de mon mari, donc il faut difficilement quitter son travail parce qu'il est un papa extraordinaire aussi, il faut quand même le souligner. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on peut lui faire une petite dédicace quand même. Il est très loin là, donc... Voilà, alors, je ne sais pas, Madame Antoine, du coup, quelle est l'espérance de vie d'une personne atteinte du syndrome de Down? C'est une question un peu lourde, mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'à 40 ans, on peut déjà avoir, par exemple, de l'Alzheimer ou... voilà, et du coup, mais vous avez dit que ça avait quand même augmenté. Enfin, c'est-à-dire, vous avez des usagers qui sont âgés? Le plus âgé que vous avez, c'est quel âge? Trisomie 21 ou... Trisomie 21. Trisomie 21, une soixantaine d'années, je crois. Ah oui, quand même. Ce qui est déjà pas mal, parce que en effet, on va considérer que l'espérance de vie, elle se trouve autour de 60 ans actuellement, ce qui est déjà une progression, parce que, je sais pas, il y a 20, 30 ans, ça devait être 50 ans. Donc, c'est déjà une progression. Après, voilà, il y a souvent, en effet, l'Alzheimer... Et alors, oui, à ce moment-là, ça se dégrade assez vite, quoi. Oui, ça dépend des comorbidités que la personne va présenter, en fait. Il n'y a pas de profil type, mais c'est vraiment en fonction des comorbidités que la personne va avoir. Et c'est pourquoi on insiste vraiment sur la stimulation précoce, l'équipe pluridisciplinaire pour prendre soin de cet enfant et aller à la rencontre de ses besoins effectifs, en fait, et ses besoins réels. Et du coup, Madame Raji, vous pensez que c'est bien alors que l'enfant aille dans l'enseignement classique, dans le parcours classique? Est-ce que c'est où il faut absolument moyennement des adaptations? Oui, on peut pas larguer l'enfant comme ça en enseignement ordinaire parce que on doit vraiment prendre en compte ses besoins développementaux et fonctionnels, mais également les besoins d'apprentissage en fonction de son rythme. Mais bien sûr que ça a des effets bénéfiques, comme Madame rappelait, la richesse d'avoir un enfant porteur de peu importe quel handicap en enseignement ordinaire, ça rapporte à l'enfant en termes d'image de soi et de valorisation, mais ça apporte aussi à toute l'équipe éducative et les enfants neurotypiques la richesse et la différence qu'on peut avoir, dans laquelle on peut vivre.
Je vais peut-être faire une petite question un peu peut-être plus piquante, mais parce que moi c'est aussi par rapport aux enfants voilà, qui ont des retards mais qui sont pas forcément trisomiques, mais oui, en plus on arrive à la pause, c'est pas grave, je vais quand même la dire ma question, on en parlera après, mais je me dis si justement il n'y a pas un risque si on pousse trop l'enfant dans l'enseignement classique, alors qu'il ait une faible estime de lui parce qu'il va voir que les autres arrivent à le faire et pas lui. Moi, c'est plutôt ça ma question aussi. C'est chouette parce qu'il est mélangé avec les autres enfants, mais je ne sais pas s'il y a déjà des psychologues qui vous ont apporté cette réflexion-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'enfant s'il voit continuellement d'autres enfants qui savent faire des choses et que lui ne sait pas les faire? Est-ce qu'il ne va pas sentir une baisse d'estime de lui-même? C'est comme n'importe quelle autre difficulté. Pour n'importe quel enfant, c'est la façon dont vous le présentez et dont vous aidez la personne, vous l'encadrez. Si vous encadrez votre enfant, si nous, on a une école qui est justement... Oui, la pédagogie active, évidemment, c'est différent. Mais, oui, mais même dans une école ordinaire, je veux dire, si les personnes autour de l'enfant le portent de façon positive, bah, cette difficulté... Elle va disparaître d'une certaine façon. Je ne dis pas qu'elle va complètement disparaître, mais ce que je veux dire, c'est que on peut le prendre de façon positive et on peut aider cet enfant à voir ça comme c'est pas grave. Il y a d'autres choses que je fais très bien. Il y a des systèmes de tutorat en fait. Où on va inviter les autres enfants à un peu superviser le travail de l'enfant à besoin spécifique. Et c'est des systèmes de tutorat, d'entraide, où même l'enfant a besoin spécifique. On va lui affilier des tâches où il va apprendre des choses aux autres enfants. Et donc on est vraiment dans les écoles à pédagogie active, mais dans les écoles classiques, c'est pas du tout comme ça. Enfin, et sinon, vous avez des orthopédagogues qui peuvent venir en école. Et donc, nous, Marie, par exemple, a une orthopédagogue. Oui. Et ça, c'est un lien vraiment très, très bénéfique. Top, hein. Et justement, cette personne, elle est clé sur ce genre de questions et elle aide à nous guider aussi, nous, qu'on sache comment le faire. Elle guide au sein de la classe, elle guide la maîtresse. Et donc, oui, il y a quand même des solutions. Et après, bon, c'est quand même du cas par cas, mais n'oublions pas que dans les écoles, il y a quand même aussi des enfants qui ont d'autres difficultés auxquelles on ne pense pas. Exactement. Mais un enfant dyslexique, c'est tout aussi difficile pour les apprentissages. Et il y a cette question de savoir si on laisse ou pas. Donc, tout à fait. Ouais. Mais, écoutez, on va revenir dans quelques instants. Chers auditeurs, on doit partir à la pause. Le régisseur va s'énerver si je ne prends pas la pause. Donc, je vous dis à tout de suite sur Arabelle FM au 106.8. Et voilà, chers auditeurs, toute dernière ligne droite de notre émission Santé pour tous, c'est tellement vite passé, on serait resté un peu plus longtemps. On disait justement off qu'on resterait bien 1 heure de plus, à papoter. On n'a même pas fait toutes nos questions, mais tellement on s'amuse avec vous. Et c'est un sujet tellement passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Hein. J'ai même rajouté des questions pendant l'émission parce que j'avais envie de savoir, finalement, comment ça se passait. Moi, j'ai envie de revenir un peu vers Madame Raji aussi. Tout à l'heure, donc vous disiez que que ça peut être bon aussi pour l'école, qu'ils aillent à l'école. On parlait juste avant la pause aussi de l'estime de soi. Vous disiez non, ça dépend comment c'est présenté. Évidemment que dans la pédagogie active, l'enfant pourra trouver sa place peut-être un peu plus facilement. Et comme vous dites, il y a d'autres enfants avec d'autres difficultés. Mais est-ce que... Moi, j'avais une autre question pour Madame Raji. Est-ce que les enfants qui ont ce type de syndrome, est-ce qu'ils se rendent compte, et peut-être Madame Bozière pourra compléter, est-ce qu'ils se rendent compte du regard que les autres peuvent avoir sur eux, qui sont différents? Bien sûr, ça dépend des déficiences intellectuelles. Voilà, on y revient toujours. C'est les profils un peu spéciaux d'une personne à l'autre. Mais je disais donc que les enfants, bien sûr, qu'ils vont se rendre compte d'un regard qui est différent. Ils développent leur cognition sociale et donc ils savent quand il y a des difficultés et quand on va poser un regard qui est un peu différent. Ça dépend vraiment des profils des personnes, mais bien sûr qu'ils peuvent se rendre compte des regards un peu malaisants et insistants des autres, et parfois des regards qui sont juste curieux, mais que l'enfant va
va voir comme étant un peu spécial. Et une fois, j'avais un échange avec une personne, c'était un adulte, et qui me disait les gens me regardent, mais je sais, je suis extraordinaire et unique. Et donc voilà, il tournait ça, il interprétait ça à sa manière, et qui fait que ça le dérangeait pas au final qu'on le regarde avec insistance. Madame Antoine, ceux qui sont dans votre centre, ils vous disent qu'ils sont différents ou ils sentent qu'ils sont différents dans le regard des autres ou pas forcément? Non, ils en parlent pas tellement. Il y a quelques personnes mais qui sont pas trisomiques, qui vont plutôt dire ah, tu vois, je suis pas si bête, hein. Ah, c'est comique ça. Donc ça veut dire que quelque part ils ont déjà entendu qu'on leur dit ça. Oui, ça c'est D'accord. certain. Ouais, mais donc et de votre côté, vous sentez que la petite Marie parfois elle sent le regard sur elle ou elle ne le sent pas encore? Pas encore, non. Et puis, elle est tellement dans l'empathie, en fait, que... Elle va aller parler elle va aller vers les gens. Quand on la regarde, elle va aller parler, quoi. Et, ouais, elle voilà, et en fait, comme c'est tout gosse, intéressant quoi. parce que même les gens qui parfois, ou les enfants qui la regardent avec un petit peu de méfiance, elle a tellement tout de suite, elle vous sourit, elle veut vous faire un gros câlin, que même ces gens-là, on les voit changer de réaction. Mm-hmm. Et puis après, il y a des beaux échanges. Il y a une petite, dans l'école où elle est, à l'heure de la sieste, il y a des grands qui viennent aider à mettre les matelas dans la classe. Donc, mais de toute façon, c'est un système constant d'aide collaboration, entre les différents niveaux. Et il y a une petite fille, une fois qui ne savait pas que Marie a une gastrostomie, à moins que Marie soulève son t-shirt, vous ne voyez pas qu'elle a un bouton dans l'estomac. Et la maîtresse a dû changer Marie, qui était toute sale. Et la petite, elle a vraiment eu peur. Elle ne savait pas ce que c'était. À nouveau, on n'éduque pas sur ce genre de choses, on n'éduque pas la différence dans nos civilisations. Ouais. Et la maîtresse a super bien réagi. Et puis, alors Marie était très fière de son bouton. Il est là, chouette. Et puis la maîtresse a expliqué, bah oui, tu vois, elle, c'est différent. Elle a eu des soucis avec son estomac. Et donc, maintenant, elle a ça. Au départ, c'était pour manger. Mais tu as vu tout à l'heure, elle a mangé. Regarde, là, je la change parce qu'elle s'est un petit peu mis de la nourriture partout. Mais tu vois, elle a pas mal. Et puis, elle a vu Marie sourire. Et voilà. Elle était rassurée. Et c'est vrai que, alors par contre, il y a une chose intéressante, c'est si Marie voit les gens pleurer, on a presque l'impression qu'elle se dit, oh là, c'est de ma faute, parce qu'elle va tout de suite essayer de les consoler. Donc, finalement, oui, il y a comment expliquer ? Il y a les différences, et parfois elles se rendent peut-être compte qu'il y a des choses différentes, mais il y a tellement cet amour, au final, qui la guide, que ça lui fait passer outre tout ça. Oui, elle ne les ressent pas comme ça. Il y avait une autre question, c'était peut-être pour Madame Antoine, est-ce qu'on peut développer davantage les compétences, les capacités donc, de vos usagers, même si tout à l'heure vous avez dit, bah oui, quand ils ont un certain âge, c'est plus compliqué, mais du coup, est-ce que vous allez les pousser et comment vous allez les stimuler, par exemple ? Oui, donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Évidemment, c'est plus facile quand ils sont plus jeunes que quand ils arrivent chez nous à 30-40 ans. Mais oui, en tout cas, moi, je continue toujours à essayer de... Je racontais justement à la pause, pour prendre vraiment un exemple, j'ai vraiment un exemple très clair en tête. Donc, on a une résidente qui a une trisomie, mais qui a aussi fait un AVC, et elle est hémiplégique. Et donc, y a beaucoup de choses que, déjà, quand elle est arrivée chez nous, elle ne faisait pas. Par exemple, elle portait des langes parce qu'elle n'allait pas facilement d'elle-même aux toilettes. Elle ne savait pas s'habiller toute seule. Il y avait plein de choses qu'elle ne faisait pas, que maintenant, elle ne porte plus de langes, elle s'habille toute seule. Wow. Et moi, quand je suis arrivée, quand il fallait ranger sa manne de vêtements, je lui montrais où je rangeais les choses. Et puis, l'étape d'après, c'est que je lui demandais où je devais les ranger. Et puis après, on a préparé ses vêtements le soir pour le lendemain. Comme elle savait où étaient les choses, elle pouvait me montrer ce qu'elle voulait. Et puis, je suis venue un matin pour venir travailler. Je viens pour l'aider pour se laver et je vois que son tas de vêtements est prêt. Mais j'étais pas là la veille. Et donc, je questionne l'éducateur qui était là la veille. J'ai dit, t'as préparé ses vêtements ? Il dit, bah non. Et en fait, depuis, elle s'est mise à les préparer toute seule. Génial. Ah ouais, bon, c'est hyper valorisant pour vous, quoi. Bah oui. Mais donc oui, évidemment, c'est tout à fait possible. Et, donc il y a moyen de développer par étapes. Voilà, je pense vraiment. Et vraiment en faisant confiance, tout en étant là. Je pense qu'il faut vraiment accepter de lâcher la main, mais être prêt si ça va pas, quoi. Voilà. Ouais. Madame Raji,
Qu'en est-il de ces fameux ateliers protégés? Mais vous disiez que ça portait plus ce nom-là. Non, C'était c'est des entreprises de travail adaptées. entreprises de travail ETA. adaptées. ETA, ouais. Voilà. Est-ce qu'on remarque une différence entre les personnes qui les fréquentent et ceux qui travaillent pas, par exemple? Ben, bien sûr, évidemment, le travail, c'est un trésor pour l'homme, pour l'humain avec un grand H. Et donc, les personnes qui travaillent et qui confrontent un milieu professionnel, c'est une valorisation de soi. C'est en fait rencontrer un besoin qu'on a tous en tant qu'humains, c'est de se produire, de s'auto-affirmer, de se réaliser. Et donc, le fait de travailler et d'avoir accès, soit dans les ETA, soit dans la vie, une profession quelconque dans la société, permet vraiment de se valoriser, de se sentir utile, d'avoir une raison de vivre, une raison d'avancer dans la vie. Et c'est tout bénef, en fait, de travailler et d'avoir une occupation professionnelle. Donc, bien sûr qu'il y a une différence. Je vais juste amener un petit bémol à ça, c'est que je pense que pour certaines personnes, un centre de jour est parfois plus adapté parce que le travail demande parfois un certain rendement qui peut être très violent. Et je sais que chez nous, il y a des gens, on a fini par dire, ok, en fait, le travail, c'est juste de la souffrance et un centre de jour. Et alors, ils appellent ça le travail quand même, donc c'est chouette. Moi, j'avais une jeune aussi. Moi, je vous rejoins dans ce que vous dites parce que j'avais une jeune. Là, c'était du côté flamand, donc c'était une jeune fille avec un retard mental quand même assez important qu'on avait formée du côté flamand. On les forme quand même bien pour qu'ils arrivent à travailler, mais alors ils travaillent en usine et parfois c'est de longues heures debout à emboîter, machin, etc. Et elle fuguait en fait de son travail et elle avait 18 ans, un truc comme ça, et sa maman était venue en me disant oui mais ça ne va pas, elle fugue. Et moi, quand je parle avec cette jeune fille, mais qui me dit, et même si elle avait un retard mental, elle me disait clairement, mais moi, je veux pas y aller. Et j'ai dit, mais pourquoi? Parce que j'ai mal aux mains, j'ai mal au dos, je veux pas y aller. Et en fait, moi, je comprenais qu'en fait, elle en voulait pas de ce travail et qu'elle voulait pas faire ça et qu'il y a personne qui l'écoutait parce que sous prétexte qu'elle avait un retard mental, ben en fait, on lui laissait pas le choix de décider et même nous, nous-mêmes, on a aussi des fois notre boulot. Si on n'aime pas notre boulot, on va arrêter, on va changer de boulot. Mais pourquoi eux? Parce qu'ils ont un retard mental. On leur dit, bah non, tu dois ramener de l'argent, tu dois travailler, même tu vas travailler dans une usine à saucisses, entre guillemets, ou une usine à carton, j'en sais rien, et tu dois le faire. Ben non, si t'aimes pas, t'as le droit d'arrêter. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même important d'être là pour écouter aussi ces jeunes, ces adultes. Mais voilà, comme vous dites, si on sent qu'ils veulent pas, ben c'est tout. Tu vas dans un centre de jour où tu feras des activités au centre de jour, tu seras accompagné, mais ça sera plus adapté à ce que tu es capable de faire aussi. Oui, surtout qu'il y a des centres de jour où... je sais que c'est pas tous comme ça, donc je vais pas faire une généralité, mais je sais qu'il y a des centres de jour où si la personne a du jardinage ou des choses comme ça. Oui, mais en plus, je veux dire, on peut faire un atelier dessin. Oui, t'as envie de venir à l'atelier dessin, mais t'as pas envie de dessiner, c'est pas grave. T'es là, du moment que t'es là. On te laisse le choix, quoi. Voilà, où on te laisse le choix. Et je pense que pour certaines personnes, c'est très important de continuer à être là, d'être dans l'activité, d'être dans la sociabilisation. Sans forcément être obligé de produire quelque chose, en fait. Et c'est ça qui est parfois compliqué dans les ETA actuellement, c'est qu'il y a vraiment c'est des entreprises. Il y a du rendement. Donc il y a vraiment une obligation de production. Et si t'es pas assez efficace, ouais, ça va pas. Ouais, c'est vrai, vraiment. D'ailleurs, je me souviens quand on avait fait notre émission sur l'inclusion, on avait eu Monsieur Elandouze, je le salue, qui milite profondément pour le droit des personnes qui sont porteuses de handicap au travail, puisque voilà. Et c'est vrai qu'il nous expliquait qu'il y avait toutes ces choses-là qui n'étaient pas évidentes non plus, parce qu'il faut s'adapter aussi aux besoins de chacun. Donc il n'y a pas que le rendement. Alors, comme l'émission touche un petit peu à sa fin, je sais qu'on avait encore une grosse question pour Madame Dauzière, mais on va essayer d'y répondre vite fait. En 2017, il y a eu le sujet du dépistage prénatal qui avait fait couler beaucoup d'encre et on parlait de lien avec l'eugénisme. Et donc, en tant que maman, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous trouvez qu'on pousse peut-être trop loin l'idée de dépistage? Oui. C'est vrai. Alors, en fait, je pense que déjà, le dépistage, ça doit être un choix. Oui. Nous, on l'a fortement poussé, mais en fait, nous, en tant que parents, par exemple, on l'a choisi en se disant on aimerait quand même bien te préparer parce qu'on avait les deux autres enfants et on s'était dit qu'on se prépare tous ensemble à ça. Donc voilà, ça c'était un choix personnel. La façon dont ça a été géré par le service qui l'a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était assez désastreux. Par contre, on a eu la chance d'avoir une bonne prise en charge à l'hôpital après, ce qui est pas pour tout le monde.
Mais je pense qu'il est important aussi de voir que finalement, les trois quarts des gens, quelle que soit leur idéologie, leur culture ou leur religion, je pense qu'on a tous quand même un désir de vie et qu'il faut respecter la vie. Et ça, je pense que c'est omniprésent. Moi, je ne m'étais pas posé la question. On a la chance d'avoir un enfant, mais on le prend comme il est. Et puis, comme on vient de le montrer, je pense, à travers toute notre discussion, là, en 2 heures, c'est qu'il y a tellement de choses positives. Et après tout, c'est peut-être à nous aussi de changer notre regard et se dire, la vérité, c'est qu'il y a la trisomie 21, mais il y a de multiples autres handicaps qui existent, visibles ou non visibles. Et donc, on ne va pas, de toute façon, ils ne vont pas disparaître. Et apprenons à vivre avec, parce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle ils sont là. Nous, on a toujours dit que Marie, c'est le petit chromosome d'amour en plus. Et elle nous a ouvert l'esprit. On en est assez fiers, parce que moi, je me rends compte que finalement, j'étais un petit peu guindée dans mes idées. Le handicap, ça ne me touchait pas. Alors oui, j'en avais entendu parler, mais j'ai honte de moi maintenant. Je me dis, mais comment j'ai pu vivre si longtemps sans essayer sans m'intéresser aux autres par rapport à Et je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que en Belgique, je pense qu'il faut que les gens commencent à comprendre que c'est pas parce que vous avez un lien direct avec le handicap que vous ne pouvez pas vous impliquer avec le handicap. Moi, ce qui me choque beaucoup ici, c'est que les bénévoles, c'est toujours la même chose, sont les parents. Oui. Les mesures, elles sont mises en place parce que les parents se révoltent. Non, unissons-nous. Et si vous savez pas trop comment vous y prendre, il existe plein d'ASBL, donc déjà, tournez-vous vers elles. Si vous voulez pas vous impliquer personnellement, financièrement, vous pouvez soutenir une ASBL, par exemple. Enfin, il y a des tas d'idées, mais je voudrais qu'on comprenne que c'est important d'ouvrir que l'handicap existe dans notre société, et incluons-le. Oui, soyons inclusifs. Soyons inclusifs. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est notre politique à Espace Santé Famille. On est pour l'inclusion. Donc voilà. Alors moi, j'ai envie de vous demander juste un dernier conseil à chacun pour nos auditeurs, pour les parents, les futurs parents qui nous écoutent, pour les personnes qui accompagnent les personnes qui ont un syndrome de T21. Je commence par Madame Raji. Ouais. Moi, je dirais l'amour. Aimons-nous, aimons tout le monde. Et s'il y a de l'amour, il y a de la vie. Et donc, c'est important de garder l'amour qu'on a et de porter de l'amour pour les autres, peu importe qui est devant nous, au final. Alors, Madame Antoine ? Alors, moi, j'aurais envie de parler vite fait de mon expérience pour donner un conseil. C'est-à-dire qu'avant d'être éducatrice spécialisée, je ne connaissais pas donc, du tout non plus le monde du handicap. J'avais vaguement déjà croisé des personnes qui avaient un handicap, mais voilà, sans plus. Et en fait, ça m'effrayait assez bien. Et même quand j'ai commencé mon stage, quand je suis arrivée, j'étais un peu waouh, j'espère que ça va aller. Et puis, en fait, après, je pense que c'est légitime parce que justement, il y a un problème de représentation de ces personnes. Moi, quand je regarde la télé avec eux, je me dis quelles images ils doivent avoir d'eux, quoi. On les voit jamais. Les personnes qu'on voit à la télé, elles sont toutes belles, minces, tu vois. Je me dis, mais comment ils s'identifient au monde dans lequel ils vivent, quoi. C'est un peu compliqué. Et mais donc au final, ce que j'aurais envie de dire, c'est de pas avoir peur, même si c'est un peu compliqué de dire ça, et de faire confiance. Et puis après, si je peux donner un conseil plus large à peut-être la société, les communicants, les publicités, qu'il y ait une plus grande représentation, quoi, vraiment. Tout à fait. Même dans les publicités, c'est vrai que finalement, pourquoi pas. On en voit tout doucement des petites filles tout doucement. Là. Ça commence tout doucement. Tout doucement. Et Madame Dosière, un dernier conseil ? Il y a une page que je n'ai pas mentionnée, une page Facebook qu'on a créée, c'est Trisomie 21 au quotidien Belgique, pour justement offrir du soutien. Les parents soutiennent entre eux. C'est vraiment un groupe chouette. Donc s'il y a des parents qui sont un peu perdus, voilà n'hésitez pas à rejoindre la page, quoi. Et puis à nouveau, moi je voudrais féliciter tous les parents parce que ils ont un beau cadeau et allez de l'avant, soyez positifs et unissez-vous. Il y a de quoi faire. Voilà. Eh bien, je vous remercie vraiment. C'était une super chouette émission. J'ai appris plein de choses. Merci pour vos témoignages. C'était vraiment génial. Alors, vous retrouvez notre émission tous les samedis de 14 à 16h. Santé pour tous. Donc, je vous dis à tous un bon week-end et à la semaine prochaine.